d'abord, bonjour. Je m'appelle Jeanne Gisèle et je réside actuellement à Quévreville-la-Poterie. Si j'ai décidé aujourd'hui de témoigner à visage masqué, c'est parce que je n'assume pas d'être un mouton. Trêve de galéjaude. Alors, je crois que c'est l'une des premières fois où je suis le mouvement d'une moutonnade. Mais, il me semble de bonne loi de t'expliquer. En fait, bien que tu vas avoir ce sentiment que je dois vivre dans une grotte, faut savoir que moi, j'ai vu cette vidéo uniquement de base sur la chaîne de Caroline R, que je te remets en barre d'infos si nécessaire, si tu ne la connais pas. Caroline R, en gros, pour faire simple, c'est une nana qui est aux antipodes de moi, physiquement, dans son univers, vocalement. Mais c'est aussi une nana, je crois, avec laquelle on se suit mutuellement depuis des années-lumière. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tag? Je vais appeler ça un tag parce que je vois pas comment le nommer autrement. D'une part parce que je le trouve très mal étiqueté. Je le trouve très mal énoncé. Parce qu'on est sur vos préjugés sur moi. Et moi, quand j'ai lancé un petit peu l'idée sur Instagram, j'ai pas le sentiment d'avoir reçu des préjugés. Voilà. Le préjugé, pour moi, c'est une idée que l'on se fait quand on ne connaît pas la personne. Hein. Pour moi, après, c'est peut-être pas du tout ça la définition, mais là, on y va à brûle pour point. J'ai rien préparé, je vais répondre à des suggestions. Et je pense que le titre approprié aurait été vos suggestions à mon égard, vos idées sur moi, mais vos préjugés, je suis pas sûre. Une autre raison qui m'a poussée à faire ce tag, c'est que je le trouve très intéressant. Et à mon sens, qui n'implique et n'engage que moi, ce que je trouve intéressant, je le trouve aussi enrichissant. C'est bien de savoir un petit peu ce que vous pouvez penser de moi ou pas. Voilà. Et on va essayer surtout, au lieu de dire « ouais, non, je suis pas comme ça, ah ouais, je suis comme ça », je vais essayer de décortiquer et pour certaines suggestions, je vais essayer de comprendre pourquoi les gens peuvent penser comme ça et pas autrement, parce que c'est bien aussi, mais j'ai envie de rentrer plus dans le vif du truc en décortiquant, en analysant ce qui se dit. Et la dernière des raisons qui m'a donné envie de faire ce tag, c'est que quand j'ai vu qu'effectivement ce tag s'était propagé absolument partout sur la YouTubeosphère, j'ai regardé 4 ou 5 vidéos, pas plus, hein, et j'ai vu que certaines étaient un petit peu parfois piquées par les préjugés, entre guillemets, que leur envoyaient leurs abonnés. Ouais, tu demandes aux gens de te dire ce qu'ils pensent de toi. Et c'est vrai que ça, je comprends pas parce que je vais te dire pourquoi je comprends pas le concept d'être atteint, piqué par quelque chose qu'on lance soi-même. Déjà parce que délibérément, on a demandé aux gens leur avis sur nous. Et parce que, attention les gars, faut se détendre, on est sur le virtuel. Et je crois que on n'est pas du tout les mêmes. Enfin, il y a quand même des nuances, parce que pas du tout les mêmes, faut pas déconner. Hein. C'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde une fois la caméra éteinte. Mais il y a une nuance entre ce que l'on est avec des gens que l'on côtoie, que l'on palpe, avec qui on partage un café, avec de l'échange physique, peu importe de la façon dont il se fait, et de l'échange uniquement virtuel. Moi, je crois qu'on est différents, et c'est vrai que je comprends pas. Faut juste se dire, attends, les gens peuvent penser ça, mais c'est normal. Ils nous connaissent pas, ils nous ont jamais vus physiquement, ils nous ont jamais vus évoluer au quotidien physiquement. Donc, faut un petit peu prendre du recul et pas se piquer pour telle ou telle phrase. Et j'ai vu souvent dans certaines vidéos qu'il y avait des personnes, tu sentais bien que ça frictionnait un petit peu de l'épaule en lisant certains préjugés. Et moi, je vais essayer d'analyser tout ça. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, on traîne plus. Hein. Ça y est, là, il y a eu de suite 10 minutes de racontage de live. On y va. Et je vais lire absolument tout. Alors, j'ai fait des petites capturettes écran comme ça. Je vais pas donner les noms parce que comme j'ai pas demandé vos accords avant, je vais pas me permettre de donner les noms. Alors on y va pour le premier. Préjugés sur toi? Point d'interrogation. Aucun. Bisous. Bah, écoute, au moins ça a le mérite d'être clair. Les gens doivent avoir du mal à gagner ta confiance. J'ai envie de te répondre de plus en plus. Il y a une époque où j'avais aucun mal à faire entrer des gens dans ma vie.
peu importe, que ce soit amical, que ce soit non sentimental, je peux pas parler comme ça, c'est pas vrai, mais que ce soit vraiment en termes amical. J'avais aucun mal à faire entrer des gens dans ma vie et je me disais que si ces gens que je laissais rentrer et à qui j'accordais une confiance assez rapide s'en allaient, c'est qu'il y avait forcément une bonne raison. Souvent, je me disais, tu en es peut-être la cause. On a tendance à porter ses propres paquets, ce qui est un petit peu normal. Et puis les années passent et puis tu mûris et puis tu prends une certaine objectivité sur ce qui t'arrive et tu t'aperçois qu'à un moment, peut-être que ce n'est pas que toi le problème et qu'il faudrait voir à arrêter de porter les paquets des autres. Les tiens te suffisent déjà amplement. Le temps a passé et puis il y a parfois des choses dans la vie qui se produisent et qui te font... Il te faut ce petit déclic nécessaire où tu te dis non, là c'est plus possible. Et effectivement, de plus en plus... j'ai de plus en plus de mal à accorder ma confiance parce que je trouve que les gens font vite à abuser. C'est-à-dire que plus tu donnes ta confiance rapidement et plus tu donnes de la confiance en masse, les gens ont les ailes qui poussent. Et c'est très désagréable parce qu'une fois que la personne a pris la confiance, et en plus c'est une expression, ouais, t'as trop pris la confiance, mais c'est vraiment ça, plus les personnes prennent la confiance et plus ils se croient tout permis. Et généralement, quand ce sont des gens qui ne maîtrisent pas toutes ces notions-là, on rentre très vite dans ce que j'appelle l'irrespect. Et ça, pour moi, c'est un facteur éliminatoire. Parfois, j'ai très très bien conscience que je dois passer pour une sacrée tête de con. Regarde celle-là, elle vient nulle part, elle fait ça. Mais je crois qu'on ne naît pas con. On n'est pas con de naissance. Je pense pas que ce soit possible qu'on vienne au monde et qu'on soit con. C'est humainement impossible qu'un bébé soit con. Je crois que c'est au fur et à mesure de ta vie que tu construis ta propre connassitude, qui n'a rien à voir avec la connerie. La connerie, c'est un autre domaine. La connassitude, c'est le fait de plus en plus mettre de barrières entre toi et certaines personnes pour te préserver. Donc oui, fatalement, les gens ont du mal à gagner ma confiance, mais en fait, j'ai envie de te dire que ce serait plutôt l'opposé. Les gens cherchent pas systématiquement à gagner ma confiance, mais c'est moi qui ne la donne pas parce que je me dis, c'est pas général ce que je te dis, c'est pas global, ça dépend des personnes, ça dépend de l'échange que l'on a, mais c'est vrai que et c'est moins fréquent sur le virtuel. Sur le virtuel, c'est vrai que j'ai tendance à me confier assez facilement, même si je prends un petit peu des gants. Je fais attention à ce que je dis parce que tu dis ah, je me suis blessée, je me suis coupé le doigt, le lendemain on va aller raconter que tu t'es fait amputer la main. Tu vois ce que je veux dire ? Mais surtout dans la vie réelle, le quotidien, où j'ai beaucoup de mal à laisser entrer physiquement des gens dans mon espace de vie. Voilà. Et c'est pas faux, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal, et le temps avançant, c'est de pire en pire. Suivant, grande gueule. Alors, grande gueule. Comment est-ce qu'on peut définir grande gueule ? Grande gueule, c'est de gueuler à tout bout de champ, n'être jamais content. J'ai du mal à dissocier, en fait, grande gueule et râleur. Parce que râleuse, je le suis, je l'ai été, je le suis et je le resterai. Le gène râleur, il est ancré dans mon ADN et c'est foutu. C'est pas à bientôt 41 ans qu'on va enlever ça. Mais quelque part, c'est vrai que grande gueule... ça peut être connoté au fait de dire parfois tout haut ce que tout le monde pense tout bas mais n'ose pas dire. Est-ce que si c'est comme ça, peut-être, et bien que dernièrement j'ai saupoudré beaucoup de parcimonie dans tout ça, parce que je trouve aussi que ça te fait lancer de la polémique qui au final deviennent des dialogues de sourds. Et qui font juste que t'épuiser finalement. Alors j'ai voulu aller voir, si je vais dans le Wiktionnaire là pour voir la définition de grande gueule, c'est qualifie quelqu'un qui parle beaucoup, c'est vrai, qui a le verbe haut, c'est pas faux, mais qui souvent agit peu. Bah ça dépend de ce que tu... Ça dépend. La vraie définition de grande gueule, c'est ça. Après, ça dépend de quoi tu parles. Quand je débat avec toi, quand ce sont des échanges verbaux, l'action, bon, bah, il y a des échanges que tu as verbalement où l'action, elle n'existe pas à côté. Donc, ça dépend sur quoi, de quoi. C'est vrai que c'est très grande gueule, mais après, le côté verbe haut et qui parle beaucoup... Oui, souvent, je suis complètement d'accord, je parle beaucoup pour ne rien dire, et j'ai le verbe haut, ça c'est pareil, ça fait partie de mon ADN. Parfois, je peux faire aussi comme ça, mais si demain je me mets à te parler comme ça, est-ce que ça va te convenir ? Oui, bonjour, alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 9 février, je pense que rapidement ça va te gonfler si je parle comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que quand les gens ont une vision de toi
comme tu es, hein, réellement, parce que je parle autant fort dans ma vie au réel et que d'un coup tu changes, ça va pas non plus convenir aux gens. Ce que les gens te reprochent et que tu changes derrière, les gens, ça va pas leur plaire non plus. Ensuite, s'isoler du monde comme tu le fais, volontairement ou non. Alors là, on n'est pas dans une suggestion, on est dans une question. Non, je fais pas volontairement, je mute pas volontairement en ours, mais quand on s'isole, je crois que quand on s'isole du monde, on le fait pour de bonnes raisons. Je prends du plaisir à être avec du monde. Par exemple, j'ai repris le sport, je vois des gens au sport et ça se passe très bien et je suis contente d'être dans la foule, je suis contente d'être dans mon cours, je suis contente de voir. Enfin voilà, je suis pas devenue non plus complètement associable, mais en ce qui concerne, si on parle en termes amical, hein, je pense que c'est ça, parce que c'est vrai que tu vois rarement que je sors avec des gens, que je suis invitée chez des gens. Ça oui, c'est tout à fait volontaire, parce que je préfère ne pas pousser à ce qu'on me convie chez soi, si on le fait pour des intentions qui ne sont pas juste le fait de te voir et d'apprécier ta présence. Ou si on t'invite pour que tu fasses office de clown de soirée, tu vois, que tu fasses un peu l'animation. Non, ça c'est terminé, j'ai assez donné. Le clown a assez donné de sa personne sans toucher aucun salaire, donc ça suffit. Mais surtout les soirées où on profite, comme on dit, les absents ont toujours tort, où on profite que les gens, certaines personnes ne soient pas là pour bien les critiquer, ça va, j'ai donné aussi, parce que moi quand je vois ça, quand j'allais à une soirée, que je vois que ceux qui ne sont pas là, on les descend, mais alors c'est même plus casser du sucre sur le dos, là, on y va, on a cassé la farine, le sucre, les œufs, la totale, hein. Je me dis, qu'est-ce qu'il en est quand toi t'es pas là, Jenny? Bah ça doit être propre. Donc j'ai plus envie de tout ça, ça m'intéresse plus, les soirées où on critique tout le monde, où on juge tout le monde, les soirées où le but c'est le premier qui va être pété à rouler sous la table, ça m'intéresse plus. J'ai passé ce cap-là. Donc oui, de ce côté-là, volontairement, je suis très heureuse de m'isoler et j'ai de quoi faire chez moi pour m'occuper. Ça me convient très bien. Suggestion suivante. Beaucoup trop gentil, tu te fais avoir souvent, quoi. Pareil, j'ai envie de répondre à ça de moins en moins et pourtant oui, ça, oh là là, j'ai pris cher à cause de ça. Parce que j'avais tendance à volontiers ouvrir ma porte, volontiers ouvrir mon oreille. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, j'étais présentée. J'ai eu de ces déconvenus. Et ce qui est pire, quand tu es trop gentil et que tu as tendance à trop donner, peu importe de quelle manière, mais que tu as tendance à trop donner, c'est que quand tu es déçu, écoute bien le truc un peu vicelard, hein, c'est que quand tu es déçu, tu fais en sorte de cacher ta déception pour ne pas faire de peine à celui qui vient ou celle qui vient de te décevoir. C'est pas ouf ça. Il y a par exemple une anecdote que je peux te raconter par rapport à cette... je sais pas si on peut connoter ça de la gentillesse, mais par rapport à cette... fut un temps où je pouvais parler de bienveillance vis-à-vis des autres. J'avais mon appartement, ma fille était toute petite, elle devait avoir... Enfin, oui, elle était petite, elle devait avoir 7 ou 8 ans, ouais, à peu près. Et 4 heures du matin, ça sonne à l'interphone. Déjà, je deviens ouf. Ma gamine, elle dort. Le chien, j'avais un chien, le chien qui aboie à qui mieux dans l'appartement. Et donc, à l'interphone, je fais oui, tu sais, 4 heures du matin, sans SMS, sans rien. Tu te dis, attends, c'est quoi le merdier? Et j'entends quelqu'un qui... Bon, je vais pas te dire le nom là, parce que je suis pas certaine que cette personne ne soit pas sur YouTube. C'est moi. Bon, en gros, elle venait de se faire plaquer, elle venait de se faire larguer, elle était au bout du rouleau, machin... Passons. Ce qui nous arrive un peu potentiellement à beaucoup d'entre nous. Donc je lui dis, j'appuie, je lui dis écoute, monte et tout, elle monte. 4 heures du matin, pas de problème. Je lui dis tu veux quelque chose, je lui fais un café, on discute. Et je lui dis écoute, tu vas pas repartir, je vais mettre Sam dans mon lit et tu vas prendre la chambre de Sam. Donc délicatement, je prends mon enfant et je la pose dans mon lit sans la réveiller. Samantha, c'était quand elle dormait, hein. Ce qui n'a pas changé aujourd'hui. Et je lui dis, tu t'installes, machin, bref, passons. Le truc qui te pique un peu le museau. Le lendemain, je me réveille, il devait être 9h, je crois, un truc comme ça, ouais. Quand Sam se réveillait, on était en week-end, hein, je précise, hein. Et là, je me réveille, donc moi je fais pas de bruit, je pense que cette personne en question, elle est en train de dormir, je fais pas de bruit, puis je vois 10h, 11h, bon je dis merde, c'est pas le tout, mais j'ai un peu de ménage à faire.
Bon, à midi, je me décide quand même de crapahucher dans la chambre pour essayer de voir un peu. Le lit est vide, pas un mot. Elle s'est barrée sans dire au revoir, sans un merci, sans rien. Et là, je les ai eus là. Hein. Je les ai eus là parce que toi, t'es là, t'es open. T'ouvres ta porte à 4 heures du matin, tu sors ta gamine de ton lit à 4 heures du matin, de son lit à 4 heures du matin, tu t'arranges pour qu'elle reprenne pas la route parce qu'elle n'est pas dans un bon état psychologique pour conduire. Bref, tu l'accueilles, tu parles, tu consacres du temps, et la nana, elle se barre le matin comme une voleuse. Où c'est qu'on a vu ça ? Ça fait partie des petites déceptions, mais quand tu les cumules, ping, 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 bah ça donne que à la fin... ouais, effectivement, bah tu changes, et les années passant, tu changes parce que ça, tu ne le tolères plus, par exemple. Nous avons ensuite une personne qui se sous-estime beaucoup. Alors là, ça va être très compliqué de répondre à cette question en gardant toute objectivité parce que je trouve pas que je me sous-estime. Et c'est très, très contradictoire avec ce que... vous pouvez penser, parce que moi je trouve justement que je suis très juste avec moi-même et je crois qu'en étant très juste et très droite avec soi, on peut se permettre de trouver en face une répartie cohérente. Jean-Claude Van Damme, sœur, il est vrai que si on analyse un peu le truc, souvent, je me suis dit, je serais jamais capable de faire ça. Et qu'en essayant, il n'y a qu'en essayant de toute façon qu'on sait, en essayant, je me suis rendu compte que oui, j'y étais arrivée. Mais je me suis jamais vue comme une personne qui se sous-estimait et j'ai même toujours trouvé, pour tout te dire, que ouais, j'étais super objective avec moi-même. Je me suis jamais voilé la face quant à mon poids, je me suis jamais voilé la face quant à mon physique, je me suis jamais voilé la face quant à mes possibilités. Je sais pas. Alors oui, après je doute beaucoup. Alors est-ce que ça a un lien, se sous-estimer et douter de soi? Je doute beaucoup, mais est-ce que, qui sait aujourd'hui qui se lève le matin et qui part gagnant surtout? Enfin, j'espère que ça peut exister, mais moi c'est pas mon cas. Je doute beaucoup de tout parce que je suis pas sûre de tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de répondre à ça. J'ai beaucoup de doutes concernant ma personne et ce que ma personne peut faire, mes propres possibilités, que ce soit par le biais de mon corps, de mon cerveau, de plein de choses. Mais est-ce que je me sous-estime ? Écoute, peut-être, hein, là je peux pas te dire oui, non, en décortiquant le truc, c'est peut-être quelque chose que je renvoie, effectivement. Mais moi je me trouve plutôt très juste à mon égard et par ce fait très juste à l'égard des autres. Très juste concernant les autres, tu vois. Très compliqué. La prochaine, elle est Mimi. Honnêtement, j'ai beau chercher, je ne vois pas. C'est pas pour faire ma faillotte lol. Non, il n'y a pas de failloterie, il n'y a pas de tout ça. Surtout que la personne, moi, je vois qui m'a écrit ça. Et on échange très, 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 très souvent depuis longtemps. Et je sais précisément à quoi m'en tenir de toi sur moi et de moi sur toi. C'était clair encore ce que je viens de dire. Hein. Alors, la suivante, elle a été coupée en deux parce que comme c'était des petits, tu sais, l'icône questions sur Instagram, et j'ai perdu le reste de la capture d'écran, mais je crois que je vais réussir à raccrocher les wagons. Rigolote avec un parler franc, des expressions à l'ancienne qui font marrer, mais déçue alors je crois qu'elle a voulu dire déçue en gros de la distance que je mets parfois en réponse aux stories Instagram. Ça veut dire que ce qu'elle a voulu me dire, c'est que parfois je donne l'impression que j'ai pas envie de parler avec les personnes. Ce qui est, là je vais te dire honnêtement parce que c'est pas vrai. C'est juste que Instagram c'est compliqué et c'est une raison pour laquelle dernièrement, peu à peu, je me désinstagramise. Pourquoi? Parce que c'est pas la première personne qui me dit « Je t'ai envoyé 14 messages, t'as pas répondu ». Je n'ai pas répondu volontairement. Je vais t'expliquer un peu le truc. La dernière fois, quand j'ai repris le sport, il y a maintenant 15 jours, ou un peu plus de 15 jours, je mets un truc en story Instagram. Le temps que je fasse mon cours de sport, j'avais reçu plus de 20 messages. Tu me suis? Sauf que la première qui m'a envoyé le premier message, elle s'est retrouvée aux oubliettes. Et je trouve
le système de messagerie Instagram pas très bien foutu parce que je suis pas un robot, parce que j'ai que 2 mains et que j'en ai pas 8 et qu'à certains moments, il se fait que j'ai une vie aussi à côté des réseaux sociaux et que j'ai pas forcément de suite le temps où je suis en train de faire quelque chose. Enfin, quand je suis en train de passer l'aspirateur, je peux pas d'une main répondre aux messages ou je fais quelque chose qui fait que là, à ce moment précis, je peux pas répondre. Et moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas d'être sur un réseau social où la possibilité d'interagir est minimisée. Et comme ça ne me plaît pas, je me désinstagrammise. Pas que pour ça, je te rassure, mais effectivement, oui, là, je te l'accorde complètement. Parfois, je peux donner cette impression de distance et du fait de bâcler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai moi-même, avant qu'on me le dise, le sentiment de bâcler mes réponses aux questions que vous me posez, et ça ne me convient pas. À côté de ça, oui, je suis certainement très dépassée par les événements, que ce soit en mail, que ce soit en message privé, que ce soit sur YouTube, je suis très certainement dépassée et j'ai aucune gêne et aucune honte de l'avouer parce que je ne m'attendais pas à tout ça et parce que j'ai du mal à gérer tout ça. Mais sur Instagram, c'est pas la première fois qu'on me met ça en avant. Et ça m'a brouté, tout simplement. Ça m'a brouté, pas dans le sens que les gens me disent ça me broute, c'est que ça me broutait moi de ne pas pouvoir plus interagir. Et à partir de là, je préfère m'éloigner d'Instagram parce que je suis pas capable de gérer tout ça. Instagram, c'est pas que de la story. C'est aussi des gens qui vont venir, qui vont vouloir partager avec toi en privé. Et j'arrive pas à assumer ça. Entre les vrais messages qui me posent des questions, qui me... Voilà, et toute la connassitude à côté des gens qui viennent pour te postillonner dessus, il s'avère que tout ça, ça se fond dans la masse et que, humain que tu es, tu n'arrives plus à suivre. Donc ça, oui, que je puisse paraître distante et que parfois on a l'impression que je bâcle mes réponses, que j'ai pas envie de parler, oui, parce que parfois je suis en train par exemple de nettoyer un sol, je reçois un message sur Instagram et je me dis merde, faut que je réponde parce que si j'en ai une dizaine d'autres qui arrivent, ça va, et je réponds vite fait du bout des doigts. Alors oui, je peux comprendre que le destinataire se dise attends, c'est quoi l'histoire? Et il y a pire que ça, il y a ceux à qui tu réponds pour dire j'ai vu ton message, je l'ai bien lu, tu tapes 2 fois sur le message, ça fait un cœur, et qui vont prendre la mouche, qui vont te dire ah bah dis bravo la réponse, ça veut bien dire non, c'est juste les gars, là à côté de ça j'ai une vie et je peux pas, je suis en train de faire quelque chose, j'ai bien vu ton message, c'est compliqué. Donc je préfère prendre du large par rapport à Instagram, parce que quand on n'est pas capable de gérer, le mieux c'est de s'éloigner un petit peu des choses. Alors la suggestion suivante, elle est très très intéressante parce que ça va me permettre un petit peu d'ouvrir un certain débat, et elle est d'autant plus intéressante puisqu'elle vient d'une personne où nous nous suivons mutuellement depuis des années. Donc, pas totalement franche et égoïste parfois, mais pas au sens du partage, où là, et elle me met le petit, tu sais, le petit emoji comme ça. Alors, pas totalement franche. Je vais être très honnête pour le coup. Alors, pas totalement franche en ce qui concerne ma chaîne, la présentation de produits, en ce qui concerne les partenariats, en ce qui concerne tout team, ça, je peux garantir que je suis 100% cru, brut de décoffrage, que ça plaise ou non. Les marques ne font pas ma vie. Je travaille avec les marques, mais je ne suis pas la vie des marques. Et les marques ne sont pas ma vie. À partir de là, j'estime et je tiens à garder mon libre arbitre, ma libre pensée. Et si j'ai merde à dire, à pouvoir le dire, ce ne sont pas des marques, peu importe lesquelles, qui me feront changer vis-à-vis de ça. Maintenant, on va parler en termes de franchise, pas totalement franche. Actuellement, j'ai envie d'ouvrir un petit débat que je trouve très intéressant. Qui, aujourd'hui, peut me dire « Je suis H24 sur tout, dans tout domaine, sans exception aucune, 100% franc ». Qu'il se dénonce. Pour info, il y a un mec, il y a quelques années de ça, il avait fait une expérience sur Facebook où il avait décidé pendant 24 heures de dire réellement ce qu'il pensait. En 24 heures, le mec a perdu presque l'intégralité de ses contacts Facebook. Moi, je suis désolée, mais on va appeler un chat et on va arrêter de se mentir. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas qui que ce soit qui peut se dire 100% franc au quotidien, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Et moi, la première, parce que si je devais être franche à 100%,
C'est-à-dire que je pense que je passerai la moitié de mon temps à blesser tout le monde. Et parfois, ne pas être franc à 100%, c'est aussi dans l'absolu pour pas être blessante gratuitement. Parfois, je pense qu'il faut mieux fermer un petit peu, tu vois, à base de taguelisation, d'auto-taguelisation, parce que c'est vexant. Et qu'à un moment, il faut quand même un peu de tenue. On a déjà été au restaurant, les gars. Mais enfin, à un moment, distinguons un peu les choses. On peut être franc en parlant de produits, d'objets, de choses qui n'ont pas de sentiment. Mais d'un autre côté, on ne peut pas toujours être 100% franc avec des gens qui ne sont pas des robots, qui ne sont pas des objets, avec des gens qui ont des émotions, des ressentis, parce que ça peut être blessant. Moi, j'avais vu l'expérience sur Facebook du mec qui disait que la vérité. C'était atroce. On ne peut pas dire ça à des gens. Sous prétexte de mettre en avant une certaine franchise, on peut se permettre d'être méchant avec des gens. Parce que le mec, il a dit vraiment ses pensées et il a été abominable, et notamment avec une nana qui se portait bien. Abominable, notamment sur une photo de bébé où tout le monde s'émoustille sur le bébé et que lui, il a dit non mais attendez de déconner, il est moche, enfin il y est allé à fond les ballons. Tu peux pas, même si tu le penses, et bah tu le gardes pour toi, mais tu peux pas, t'imagines, on passerait notre temps à blesser des gens. Et puis il y a surtout un détail assez paradoxal, c'est que les gens sont en demande d'une certaine franchise, voudraient que les gens soient francs pour tout, dans tout, mais quand ils le sont, ça leur plaît pas, puisque si tu reprends, je te dis, va gratter sur le net, Facebook, 24 heures de vérité, tu vas voir le truc, si tu es 100% franc dans tout, tu te prends une salve. Alors, voilà, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que les gens sont en demande d'une certaine franchise, mais ne sont pas en mesure de l'encaisser. Donc toi, quand tu travailles un peu, quand tu évolues un peu dans tout ce qui est Internet, écran et compagnie, tu es obligé, pareil, on reprend la parcimonie, on saupoudre un petit peu, parce que sinon... tu te prends des flèches empoisonnées dans ta gueule toute la journée. Ah bah on en est là, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. Pour reprendre la deuxième partie de cette suggestion, j'ai été discuter un petit peu avec cette personne, puisque je t'ai dit on se connaît quand même, parce que je comprenais pas en fait. On peut pas tout comprendre. Je comprenais pas en fait l'égoïsme, que j'étais pas totalement franche et égoïste, mais pas au sens du partage, parce que pour moi justement la phrase elle était très contradictoire dans son intégralité, et je suis allée demander un petit peu, est-ce que tu peux m'expliquer, parce que pour pouvoir te répondre correctement, il faut que je puisse comprendre le sens de la phrase. Et cette personne m'a répondu, je trouve que tu aimes bien qu'on t'écoute, mais toi t'écoutes pas forcément les autres. Et ça c'est très 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 bizarre que cette personne ait eu ce ressenti, parce que dans tout ce que je fais, je suis obligée d'écouter les autres. C'est-à-dire que, par rapport, on va parler virtuellement, puisqu'on est quand même sur des suggestions de gens qui ne me connaissent que virtuellement. Virtuellement, quand tu tiens une chaîne YouTube, tu es obligé. Les personnes qui tiennent une chaîne YouTube et qui n'écoutent aucun retour des personnes qui les suivent, j'avoue chapeau, parce que on est obligé d'être à l'écoute des autres. Je me suis maintenant lancée beaucoup dans la cosmétique maison. Je suis obligée aussi d'être à l'écoute des autres. Fais attention, prends pas ça. Je prends beaucoup de conseils. C'est vrai que comme j'aime apprendre, j'aime recevoir les infos des autres, et recevoir les infos des autres, c'est aussi savoir être en mesure de les écouter. Et c'est vrai que ça, c'est le seul truc qui ne me blesse pas, hein, parce que c'est un ressenti, et tout ressenti est respectable. J'ai ouvert ce tag et je dois y répondre. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir me concernant, parce que j'ai le sentiment vraiment réellement qu'au quotidien, je suis dans l'écoute pour beaucoup de choses, que ce soit pour mon sport, le moindre truc, j'ai une mauvaise posture, on vient me corriger, je suis à l'écoute. J'ai dit une merde sur une story ou quoi au caisse, je suis à l'écoute et j'essaye de rectifier. J'ai vraiment cette impression d'être à l'écoute. Et j'ai surtout aussi cette impression que parfois je dis des choses et qu'il ne faut pas forcément m'écouter. Il se peut aussi que je n'ai pas la science infuse et que tout ce que je dis, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, solitaire et casanière. Casanière, je me soigne. C'est vrai, j'ai accentué ce point qui fait ma personnalité. Comme je te disais dans la vidéo sur le deuil, sur le décès, j'avais tourné une vidéo sur le deuil. J'étais pas comme ça avant, et depuis le décès de mon papa, je suis devenue très 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 casanière. Mais ça, je veux pas. Ça, je veux pas, parce que
c'est une façon de se désociabiliser qui est absolument pas humaine. On a besoin, je pense, on a besoin de personnes autour de soi. L'humain est fait comme ça. L'humain, je crois, n'est pas formaté pour vivre seul, même si parfois c'est réconfortant. C'est réconfortant d'être dans ces murs et de se dire, voilà, là je suis tranquille de toute la connerie extérieure, mais c'est pas comme ça que je m'envisage. Solitaire, bah, je te dirais que c'est-à-dire que à force de passer des années à vivre seul, à être seul, au début, ce qui est un non-choix devient un mode de vie. Voilà, je suis devenue solitaire parce que de base, j'avais pas le choix. Et puis, tu te fais à tout. Tu t'habitues à la solitude, qui fait que quand tu es habitué à la solitude, quand tu te retrouves dans une foule ou de façon momentanée avec du monde, parfois, c'est très déconcertant. Mais oui, solitaire et casanière, oui, complètement, je te rejoins. Mais je tente un petit peu de me soigner à ces deux niveaux parce que je te dirais pas que c'est pas normal, mais ça fait pas de bien d'être trop solitaire, ça fait pas de bien d'être trop casanier, ça fait pas de bien. Je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Autre suggestion, la nana sympa qu'il ne faut pas trop taquiner. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas se taper l'affiche. Je suis une personne, j'aime pas les gens qui font trop d'esbrouf, voilà, tu sais, ce genre de personnes, parfois tu es dans la rue et elles parlent, elles regardent si tout le monde les entend. J'aime pas ça. Ça m'est arrivé quelques fois, notamment dans les bus, parce que dans les bus, on est dans un concentré de personnes parfois assez bizarres, où ça m'est arrivé de bondir de mon siège et de sortir de mes gonds, mais c'était bien... Il y avait une réaction, une action de base, si tu veux. Mais sinon, justement, je suis un diesel. Je suis très sympa, mais il me faut du temps aussi. Faut qu'on pousse loin dans les retranchements pour que je puisse réagir ou qu'on touche un point sensible. Ma fille, ma famille, mon chien. Voilà, il y en a un concernant Boubou. On était en été, ma porte de salle était ouverte et Boubou était dans le jardin. Il doit se souvenir, lui, de sa canette de Fanta. Et des mômes de 15-16 ans, quoi, ça passe devant. Et j'étais assise dans le canapé, je crois, et je vois une canette qui arrive à ça de Boubou. Donc Boubou, elle se lève, elle s'est reculée, tu vois, elle les aboyait même pas. Et ça ricane comme des connards. Il m'a fallu 3 secondes pour ouvrir ma porte et aller lui choper le mec par le t-shirt et lui dire « Tu viens ramasser ta merde ?» Et ben, je peux t'assurer que quand il m'a vu arriver, il rigolait plus, hein. Et ben, je l'ai conduit jusqu'à l'entrée de mon jardin, j'ai ouvert la porte du portail et il a été mettre sa canette à la poubelle. Je pense que lui m'a vu arriver, il s'est dit, elle est pas contente. Non, j'étais pas contente et ça pourrait me créer des problèmes parce que je vois pas l'intérêt d'un gamin, tu vois un chien qui fait chier personne, la chienne elle aurait pu se prendre la canette en pleine gueule. Et ça, je trouve pas ça normal. J'aurais pu lui mettre ma main dans la gueule très volontiers. Hashtag Gargamel. Non, j'aurais pu. Et ça peut me créer des problèmes parce que tu mets une claque dans la gueule à un gamin de 16 ans, forcément. Des choses qui me font bondir très rapidement. Puis il y a des choses où je me dis, allez, on va pas se taper une affiche. J'ai horreur de ça. J'ai horreur des gens qui font que ça part en couille à la moindre parole, au moindre regard dans les bus. Je trouve ça tellement grotesque. Voilà. S'il y a une réaction de ma part, c'est qu'il y a eu une action qui, de mon point de vue, nécessitait que je réagisse. Sinon, non. Non, c'est une perte de temps parfois. Hein. Ensuite, t'as quelqu'un aussi qui prend les choses trop à cœur. Grave, mais je pense que c'est parce que je vis que je suis comme ça. Je suis humain. Et je pense que c'est très très difficile d'avoir un détachement avec les choses de la vie. C'est très difficile de se détacher des non-sens, c'est très difficile de se détacher de la connerie, c'est très difficile de ne pas réagir à certains propos des gens. Pourtant, je me suis beaucoup soignée. Il y a, je t'avoue, les propos qui mentionnent mon poids. Maintenant, ça m'atteint franchement plus des masses parce que je sais ce que j'ai à faire de mon poids, je sais ce que j'en fais actuellement, je sais ce que je fais, je sais ce que je bosse, je sais que je suis en bonne voie et ça m'atteint plus. Les attaques sur mon physique en tant que physique visagier, si je puis dire, ça m'atteint pas non plus parce que quand on part du principe qu'on sera toujours le moche ou le moins beau de quelqu'un d'autre, et on le vit plutôt très bien. Mais c'est plus des attaques après sur ce que j'arrive pas à... Là où ça me fait bondir, c'est des attaques sur mon
Comment mon intégrité, voilà, sur la personne, je sais que je suis comme tout le monde, j'ai des gros défauts, mais je sais qu'il y a des choses qui sont immuables chez moi. Et quand, par exemple, j'avais mis en avant le fait de faire office de bac de récolte pour une association qui aide les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qu'on m'avait dit ouais mais attends, nous il n'y a rien qui nous prouve que tu vas renvoyer et que tu vas pas garder tous les produits pour toi. Putain, ça me touche parce que tu te rends compte, on met en avant peut-être le fait que je profite de cette cause-là pour recevoir des produits pour moi. Quelque part, on touche un petit peu à ce que tu es dans ton estomac, dans tes tripes, dans tes viscères, et je trouve pas ça juste. Et face à ça, c'est pas prendre les choses à cœur, c'est qu'on reste des humains et on est obligé de réagir. Il y a des choses, on peut faire l'impasse, et crois-moi bien que j'ai fait l'impasse sur plein de choses, lesquelles je ne faisais pas avant. Mais il y a des choses qui font partie de toi, qui sont ancrées, c'est toi, c'est ce qui fait toi, et auxquelles je crois on n'a pas le droit de toucher et on ne peut pas laisser tout dire. Et c'est là où, bien que souvent on me dise mais il faut pas que tu prennes les choses à cœur comme ça, sachez que je changerai jamais ça parce que je suis comme ça. Et il y a des choses, comme je dis, c'est immuable. On ne peut pas les changer, je suis comme ça. Personne qui essaie d'être forte, mais je pense sans méchanceté que tu dois être fragile. Alors, je pense que si ma mère entendait ça, elle te couperait les oreilles en pointe. Parce que ma mère, elle tient... Je vais te donner l'exemple de ma mère, parce que ma mère, elle tient le discours totalement opposé. Donc, c'est une personne aussi très proche de moi et qui me connaît par cœur. Elle m'a dit justement tout le contraire. Elle m'a dit, tu as une force de caractère que même toi, tu ne soupçonnes pas. Fragile, j'ai pas l'impression. Je suis sensible, ce qui est différent de fragile. Je suis sensible, je regarde des choses à la télé qui peuvent me faire pleurer, je suis sensible à certaines causes, je suis sensible à certains combats. Fragile, qu'est-ce qui pourrait amener à penser que je suis fragile? Déjà, qu'est-ce que c'est la fragilité? Que je pourrais m'écrouler à tout moment? Non. Ça, c'est je pense, je vais te dire une chose, la fragilité, c'est quelqu'un qui peut tomber à tout moment, qui peut s'écrouler. Et ça, je crois pas, parce que je l'ai toujours dit, et les gens qui me connaissent depuis moult années, si j'avais dû m'effondrer, m'écrouler, je crois que ça se serait produit au décès de mon papa. Pour être plus clair avec toi, pour que tu puisses comprendre mon ressenti par rapport à cette fragilité, le seul instant dans ma vie, vraiment le seul du seul où je me suis sentie fragile, c'est l'année qui a suivi le décès de mon papa, où là je me suis dit comment je vais remonter. C'est le seul instant. J'ai vécu des séparations, enfin une en particulier parce que les autres c'était des galéjaudes, mais qui ne m'a pas rendue fragile, qui ne m'a pas fragilisée, qui m'a emmerdée plus qu'autre chose parce qu'il faut sortir de tout ça. Mais le seul moment de toute mon existence, de 78 à 2019 où je me suis sentie un peu plus fragile, ça a été vraiment toute l'année 2013. Voilà, très sincèrement. Après, je suis sensible, ça je te l'accorde. Je suis sensible à beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a l'impression d'être un caillou et qu'on se dit... Et puis ça s'est travaillé tout ça, ça s'est travaillé. On regagne pas une certaine force après avoir vécu un truc pas cool en claquant des doigts. J'ai travaillé tout ça, je ne veux plus jamais être dans l'état où je me suis trouvée en perdant mon papa, ça se travaille. Mais c'est vrai que la sensibilité depuis le décès de mon papa, elle s'est un petit peu accentuée. J'espère que ce sera bien compréhensible ce que j'explique parce que c'est pas très évident à faire la dissociation des choses. Paola, je suis obligée de te dénoncer là. Paola, non. Suggestion de Paola, non. Paola, pour info, c'est celle qui m'avait envoyé la pomme de terre. D'ailleurs, beaucoup de monde t'aime et tu le vaux bien. Si je peux te rassurer, oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient, mais je pense qu'il y a aussi le petit quota de personnes qui me déprécient, si le terme existe. Tu es sûr de toi. Oh là 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 là.
pas du tout. Pas du tout. Non, tout à l'heure, je disais, je te dirais pas que je suis un doute sur pattes, mais pas loin. Je doute de beaucoup de choses et parfois je me surprends même à me dire, bah, j'y suis arrivée, voilà. Mais tu sais que c'est pas plus mal de douter de ce que l'on sait faire, de ce que l'on peut faire, parce que finalement, quand tu t'aperçois que tu as réussi à le faire, tu te dis, bah ouais, donc tu as le petit moment de joie personnelle. Non, je ne suis pas sûre de moi du tout, sur rien. Je doute de tout. Je remets beaucoup de choses souvent sur la table pour me dire est-ce que je pourrais faire mieux. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure, je doute de beaucoup de choses que je fais toujours, tout le temps. Ouais, je suis pas un doute sur jambe, mais presque. Alors ensuite, j'ai une suggestion, je n'ai pas compris. Donc là, je vais pas être en mesure de répondre. La suggestion, c'est je suis toi, mais encore embourbé dans des merdes psychologiques où il manque un mot, mais là je peux pas répondre parce que j'ai pas compris. Ensuite, au départ, avis très tranché, noir ou blanc, tout ou rien. Maintenant, grande gueule, cœur de guimauve. L'image est très sympathique. Grande gueule, bah ça c'est revenu. Je sais pas si c'est revenu après. Cœur de guimauve, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est le côté, voilà, le côté où on y va, où on est là, et puis à côté de ça, il y a une sensibilité, et oui, et ça, je le mets en avant, et ça me fait du bien de me sentir, quand on a des émotions, qu'on se sent pleine de patates, qu'on est là, qu'on sait qu'on est là, et qu'en même temps, on arrive à être sensible à certaines choses, ça fait du bien, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent en vie. Suivant, aucun, t'es nature. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et les Rita, j'adore. Et toi, je t'aime fort. Oh, c'est mignon. Alors, les Rita Mitsuko, parce que quand j'ai lancé le petit icône question sur Instagram, j'avais mis en musique, en fond de musique, les Rita Mitsuko, dont je suis absolument très, très fan. Et bah écoute, ça me touche beaucoup. Les petits je t'aime, les petits machins, les petits, ça fait plaisir. Parce que bah, quelque part, j'apporte quelque chose dont je ne soupçonne pas le fait de l'apporter. Oh là là, Jean-Claude Van Damme, il s'est bien incrusté dans cette vidéo. Hein. Ensuite, aucun, non, je ne vois pas, je t'embrasse. Donc ça fait aussi partie des personnes qui... Mais ça a été compliqué parce que certaines personnes ont pris le terme préjugé au pied de la lettre. Et donc on dit, moi je n'ai pas de préjugés sur toi. J'aurais dû formuler autrement en disant vos idées, vos suggestions, ce que vous pensez de moi, tout simplement. C'est vrai que ce tag est très très mal formulé. Ensuite, grosse carapace qui cache une hypersensibilité. Une fois de plus, on y revient. Mais je vais parler de la carapace parce que la carapace, pour moi, elle est... pareil, c'est une chose que j'ai fabriquée. C'est une carapace invisible que j'ai fabriquée après avoir perdu mon papa, parce qu'elle me semblait nécessaire et parce que c'est con ce que je vais te dire, mais c'est pourtant très vrai. Quand tu perds une personne, tu vois d'un seul coup beaucoup plus clair. Moi, j'ai eu l'impression en perdant mon papa que j'ai regagné un petit peu la vue. Et que j'ai construit cette carapace suite au décès de mon papa parce que j'ai vu beaucoup de choses que je voyais pas avant, notamment en matière amicale. Et je me suis dit, ok, d'accord. Et la carapace, elle m'a aidée d'une part à traverser cette année, cette première année après avoir perdu mon père. Et puis, elle m'a aidée, moi, dans la reconstruction après la perte d'un être cher. C'était nécessaire. La carapace, elle te sauve un petit peu la vie. Mais pour autant, effectivement, hypersensibilité, je sais pas si c'est hypersensible, mais en tout cas, une sensibilité, oui. Aucun pour moi, je te trouve très franche et naturelle. Bah naturelle, oui, parce que être plus naturelle que je ne le suis dans mes vidéos, il faudrait que je me trimballe le cul à l'air dans mes vidéos, mais là, ça risque de devenir quelque peu gênant. La franchise, j'en ai débattu tout à l'heure, tu sais ce que j'en pense. J'adore ta folie, tes expressions et la personne franche que tu es. C'est vrai que la franchise revient beaucoup dans ces suggestions à mon propos, mais c'est vrai parce que d'un autre côté, oui, autant je te dis la franchise en tant que telle à 100%, on peut pas, il y a des moments on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible. En revanche, en ce qui concerne un produit, un travail, quelque chose que l'on doit objectivement, dont on doit objectivement parler. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'avis biaisé, il n'y a pas tout ça. Là, je suis d'accord avec vous. Ça n'existera pas chez moi, jamais. Après, en ce qui concerne la franchise d'humain à humain,
Le jour où, sans insulte, hein, on peut être franc n'implique pas forcément d'être insultant ou humiliant, mais le jour où l'humain prendra la critique négative comme constructive quand elle l'est, et non pas comme une attaque, peut-être que je réaviserai mon propos. Pour l'instant, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, que tu laisses, je vais parler sur YouTube puisqu'on est sur YouTube, si tu vois une vidéo, quelque chose qui ne te plaît pas et que tu laisses un avis sans insulte, structuré, constructif, mais qui ne va pas dans le sens de la youtubeuse, de suite c'est pris comme une attaque. Donc à partir de là, quand c'est comme ça, et moi je suis désolée, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois, tu dis oui, mais moi, machin, ça, oui, mais non, parce que machin, c'est pris comme une attaque. À partir de là, on ne peut pas, avec des réactions comme ça, être 100% franc sur l'internet, en tout cas. Voilà. Je veux vraiment que vous fassiez la dissociation. Tu es génial, impossible de trouver. Et tu vois, c'est là où je trouve ce tag mal formulé parce que les gens ont vraiment pris préjugés. Bon, en même temps, c'était ça, vos préjugés sur moi. Les gens se sont un petit peu perdus avec le terme et je peux comprendre parce que je l'avais compris comme tel moi aussi. Alors, je crois que tu ne crois plus en l'amour ou plutôt aux hommes. Partager ta vie. Le vaste sujet. Le vaste sujet, lequel je suis plutôt très pudique hein, sur la YouTubeosphère, tu peux constater. Comment je vais pouvoir t'expliquer ça tout en essayant que tu comprennes et sans trop rentrer dans les détails de la vie personnelle? C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu rencontres une personne. À 20 ans, moi, à 20 ans, je sortais de chez mes parents, j'avais aucune idée de ce qu'était la vie à deux, et d'ailleurs, je m'étais jamais imaginé un seul moment une vie à deux. Tu rencontres une personne, ça se fait, c'est de suite, tu vois, tu crois vivre à ce moment-là ce qui est le coup de foudre. Ah, ça, pour être un coup de foudre, pas de problème. Et puis les mois passent, et puis tu attends ton premier enfant, voilà. Et les mois passent et peu à peu ton conte de fées vire au cauchemar. On te reproche des choses, on te reproche de faire, on te reproche de ne pas faire, on te reproche d'être, on te reproche de ne pas être pour au final essayer de te faire comprendre que tu es une merde. Et tu finis par te dire oui. Je suis une merde. Mais qu'à cela ne tienne, mes petits copains, j'ai 20 ans. Certes, j'ai 20 ans, j'ai 21 à ce moment-là. Oui, 21. J'ai mon bébé. Il faut partir de ce truc-là. Et voilà, il faut partir. À un moment, t'as beau n'avoir que 21 ans et aucune expérience de vie au préalable, mais tu sais qu'à un moment, trop, c'est trop et que l'humain est fait pour encaisser jusqu'à une certaine mesure. Et tu t'en vas. Et tu prends ton chien sous le bras et tu prends ta fille sous le bras et tu prends un sac de fringues comme tu peux et tu te casses. Et tu te casses parce que pour toi c'est la seule option envisageable à ce moment-là. Et d'ailleurs ça l'était, hein, ça l'était très clairement. Tu retournes chez tes parents, s'en suivent des mois, quelques mois, parce qu'après j'ai vite rebondi et compris que... Mais s'en suivent des mois où c'est compliqué parce que quand je te dis qu'il n'y a rien de pire d'essayer de convaincre un convaincu que là on était un peu dans ce cas de figure puisque de toute façon tout est de ta faute, que rien n'est de la sienne, que quoi qu'il se passe c'est à cause de tout le monde, hein, de mon entourage, de mes copains que j'avais plus puisqu'on s'est aussi on a fait un peu place nette, hein, on s'amuse, mais des pseudo-copains que j'essaie de réavoir une fois séparés de cette personne, c'est de la faute absolument de tout le monde, sauf de lui. À partir de là, tout le monde, c'est-à-dire que dans ce style de personne, dans sa tête, c'est que tout le monde sait, tu sais, c'est comme si on s'était tous fait une réunion, on se dit, on va faire ça, tu vois. Lui, dans sa tête, je pense que j'ai pas la prétention d'avoir été dans sa tête à cette époque-là, mais je pense que le mec, il a cru qu'on avait fait une réunion et qu'on s'était dit, on va se liguer contre lui, tu vois. C'est un peu particulier, mais c'est cette impression que j'ai, étant donné que pour lui, c'était de la faute à absolument tout le monde, sauf la sienne. Voilà, lui, c'était à ce moment-là, je pense qu'il s'est positionné en tant que victime. Je pense, hein, bien que dans cette situation que nous vivions, pour moi, il n'y avait pas de victime et il n'y avait pas
voilà, c'était une séparation comme il en existe tant. Bien qu'il y ait des séparations qui picotent un peu plus le fond de la culotte, mais les mois passent, se ressemblent ou pas, et puis t'as de temps en temps, il y a de temps en temps où tu dis ça y est, c'est réglé, c'est fait, puis il y a des temps en temps où ça revient un petit peu, essayer de semer du grain. Bref, et ce qui est compliqué, c'est que quand tu as un enfant, hein, c'est très très compliqué parce que toi, en tant que maman, ton tout premier but, c'est protéger, préserver et mettre en sécurité ton enfant. C'est ton premier but, quoi qu'il se passe, préserver. Voilà. Vraiment préserver l'enfant de tout ça parce que je reste toujours époustouflée dans le sens péjoratif du terme par les adultes qui s'embrouillent, qui se séparent et qui mélangent leurs gosses à tout ça. Je comprends pas qu'on puisse instrumentaliser son gamin dans une séparation. Pouillez-vous la gueule, arrachez-vous les pulls, les slips, ce que vous voulez, mais putain, laissez les enfants en dehors de ça, parce que déjà, ils vont forcément se prendre dans la gueule à un moment ou un autre la séparation de papa et maman, mais si en plus vous vous engueulez royalement devant les gosses, ça je peux pas. Ça me dépasse, mais à l'heure d'une force, et j'ai toujours veillé à préserver ma fille. Parfois, ça n'a pas été possible parce que quand on te prend par surprise, c'est compliqué. Mais j'ai toujours mis en avant, quoi qu'il se passe durant cette séparation ou dans ma vie après privée, ma fille a toujours été préservée. Les mois passent, les années passent et forcément, quand tu as commencé ta vie sentimentale en ces termes, c'est très compliqué derrière parce que, sans rentrer dans les détails croustillants, mais j'ai muté en inspecteur gadget, j'ai eu d'autres chéris, si je puis dire, alors... Parfois, c'était grotesque, hein, mais j'ai pas eu grand monde dans ma vie, à vrai dire. Hein. Je dirais que depuis cette séparation, je n'ai jamais refait ma vie de façon sérieuse. Je n'ai jamais envisagé. Alors, je te dis pas que c'était des coups d'un soir, hein, mais ça durait jamais bien longtemps, 3 semaines, 1 mois. Allez, je crois que j'ai poussé à 3 mois au plus, mais je m'apercevais qu'au bout d'un moment, c'était toxique. C'était toxique parce que j'étais en mode, chasse. Voilà, j'avais activé le mode chasseur et quand tu te vois chez la personne en train de fouiller les placards, accessoirement essayer de viser le meilleur moment où tu vas pouvoir complètement fouiller le téléphone pour voir ce qui s'y passe, pour voir si on ne te prend pas pour un jambon. Oui, parce que faut savoir que si j'ai développé ce symptôme très c'est embarrassant, c'est même pour toi, tu peux pas te contenir. Tu te dis, mais pourquoi? Au moment où tu es en train de fouiller dans le téléphone, oui, parce que je l'ai fait, hein, tu te dis, pourquoi je fais ça? Pourquoi? Mais si tu le fais, c'est parce que de base, tu as été très fortement prise pour un jambon, puis alors le jambon, tu bouffes à 12 dessus pendant 6 mois. Hein. Ah oui. Et qu'il n'y a rien, à mon sens, c'est la tristesse du truc, il n'y a rien de plus triste que de chercher une faille là où il n'y en a pas. Parce que je peux te dire que des failles, j'en ai cherché, parce qu'il fallait que je trouve une faille. Dans l'absolu, pour moi, un homme qui n'avait pas de faille, ça pouvait pas exister. Sauf que oui, alors, je retournais, quand c'était des personnes qui avaient des logements, je retournais tout le logement pour essayer de trouver la faille. Que parfois je ne trouvais pas et je finissais par me dire faut arrêter, ça va pas du tout. Et depuis un certain nombre d'années, j'ai totalement abdiqué. Je me suis dit je ne suis pas faite pour la vie à deux, ce qui choque un petit peu les gens dans le sens où, dans le même sens, ça va exactement dans la même direction que quand une personne qui a atteint un certain âge n'a toujours pas d'enfant et qu'on lui ressasse sans arrêt « Mais tu veux pas d'enfant ?» Comme si il s'agissait d'une normalité d'avoir un enfant, tout comme il s'agit d'une normalité d'être en couple. C'est pas ça, la normalité. La normalité, c'est de laisser les gens faire comme ils le sentent. Et moi, aujourd'hui... Honnêtement, je dis pas que la porte elle est fermée et qu'un jour le hasard fera que, mais je ne crois pas en cet adage qui dit « Cherche pas Jenny, un jour l'amour te tombera dessus sans que tu t'y attendes ». Non, ça, sachez que en 20 ans, ça fait 20 ans que je suis séparée de la personne en question en début d'explicatif et que moi, l'amour, il m'est jamais tombé sur le coin de la gueule quand je marchais pour aller à la Super U. Hein. Non. Mais disons qu'il y a des histoires comme ça que j'appelle les histoires vaccins qui te vaccinent à vie. Alors, c'est très con quand ça te tombe sur le coin de l'artichaut quand t'as 20 ans, parce que quelque part, derrière, tu te dis, bon, c'est bien.
C'est bien, voilà. Je n'envie pas non plus les gens qui sont en couple parce que je n'ai pas assez de recul par rapport à la vie de couple pour savoir si je dois être envieuse ou si ça doit me vendre du rêve. Je me fous royalement de la Saint-Valentin et je me dis que c'est pour moi un moyen de faire des économies, ce qui tombe plutôt bien en ce moment. Et je ne cours pas après absolument avoir quelqu'un parce que vivre toute seule me convient. Et quand je pense à la vie de couple, j'ai hélas que les côtés négatifs de la vie à deux, même si je sais que vous allez me dire, ouais mais Jenny, il y a des bons côtés, il y a les discussions, il y a le voilà. Mais moi, je ne vois pas la vie de couple peut-être comme beaucoup d'entre vous la voient. Et moi, pour moi, si j'avais actuellement, je rencontrais quelqu'un, ce serait très compliqué, le pauvre. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, et là je vais passer un petit peu en mode message subliminal, parce que je sais qu'en ce moment, certaines personnes vivent des choses pas très cool. Sachez le truc de base, il n'y a personne, il n'y a pas un mec au monde, ni une femme par ailleurs, il n'y a personne qui mérite, il n'y a personne qui explique qu'on ait l'idée de supprimer sa vie pour cette personne. Jamais. Et le message subliminal, il va passer. Je dis bien jamais. Ne me serait venu à l'esprit un seul instant de m'enlever la vie pour une histoire sentimentale. Peu importe. Peu importe le degré d'amour dans cette histoire, jamais. La vie, on n'en a qu'une. C'est précieux. Il y a des gens qui se battent pour la garder au quotidien. Quoi qu'il en soit, faut savoir que quoi qu'il en soit, même si sur le moment même, ça te paraît compliqué, ça te paraît insurmontable, quoi qu'il en soit, je crois qu'on se relève de tout. Et il n'y a aucune personne qui n'explique le fait qu'on veuille arrêter de vivre. On se relève à un moment ou à un autre, on se relève. Est-ce qu'on est bien d'accord? Alors, keep the pitch. Ensuite, je ne sais pas si t'entends, mais dehors, il y a le bruit de la pluie sur la porte. J'aime bien ce bruit-là. Franche, honnête, une vie et des réflexions proches de ses abonnés et un rire, j'adore. Sûrement, c'est compliqué après de répondre à ce genre de ressenti parce que là, c'est vraiment des ressentis dont je ne peux pas savoir. Ce sont les vôtres. Donc c'est très compliqué. Le seul truc que je pourrais te répondre, c'est que j'essaie vraiment d'être un petit peu à l'identique virtuellement que je ne le suis réellement, parce que je veux pouvoir être croisable, que ce soit chez Nose, que ce soit chez Super U, que ce soit dans Rouen, et que les personnes ne se disent pas ouais, ben, en fin de compte, elle n'a rien à voir avec ces vidéos. Je veux vraiment que les personnes qui sont et seront susceptibles de me croiser se disent on a reconnu Jenny. Voilà, c'est aussi simple que ça. Derrière ce côté brut de décoffrage se cache une personne très sensible avec la larmichette facile, si tu savais. Alors, je m'interdis de regarder tout ce qui est veto de choc et tous les reportages vétérinaires et compagnie, parce que sinon on me perd, mais quand je te dis on me perd, c'est vraiment la perdition totale. Je regarde Baby Boom parce que j'en suis absolument fan, et là, c'est parti. Oui, je regarde Plus belle la vie, je peux larmichetter aussi. J'ai la larmichette qui est devenue facile, et ça ne l'était pas non plus avant, ça. Et plus les années passent, et pire c'est de ce côté-là. Je peux regarder un truc qui va faire larmichetter personne, et moi, on me perd. Et j'espère vraiment, sincèrement, j'espère que vous êtes beaucoup à avoir ce côté sensible, parce que je te le disais vraiment tout à l'heure, mais c'est aussi se sentir quand même vivant. Et la larmichette, oui, Plus belle la vie, tout y passe. J'adore cette chanson. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais accompagné cette icône question à Andy d'Erita Mitsuko, il me semble. Alors, je crois que l'humour est la clé de ton bien-être. Bien malgré moi, bien malgré moi, parce que, comme je l'ai dit un petit peu en story Instagram, il y a des personnes vraiment qui me connotent beaucoup à quelqu'un de drôle, c'est pas volontaire, et c'est vrai qu'à certains moments, je répète quand même, je suis pas humoriste, donc je suis comme tout le monde, j'ai des jours où ça va pas du tout, et où les choses ne me font plus marrer, tout simplement. Est-ce que l'humour, c'était quoi? Je crois que l'humour est la clé de ton bien-être. Non, c'est pas l'humour la clé de mon bien-être. La clé de mon bien-être,
Quelle serait la clé de mon bien-être aujourd'hui? La clé de mon bien-être, c'est d'arriver chaque matin à me foutre un coup de pied au cul en me disant ça va aller. Aujourd'hui, ça va le faire. La clé de mon bien-être, c'est quand je ressors d'un cours de sport et que là, on parle en termes de bien-être. Mais l'humour, non. L'humour, c'est pas quelque chose de calculé. Puis de toute façon, je me considère pas comme quelqu'un de très très drôle. Voilà. Donc à partir de là, c'est pas la clé de mon bien-être. La clé de mon bien-être, c'est de réussir à aller au mieux possible chaque jour qui passe. C'est ça en fait. Tu es très à cheval sur les valeurs. Alors de suite, je vais te sortir la valeur pour moi qui est indiscutable et qui devrait être appliquée par tout le monde, c'est le respect. Peu importe de quoi, sur quoi, comment, parce que le respect. Quand on a des enfants et quand ils sont petits, et ça c'est un discours que tu entends chez moi depuis la nuit des temps, on leur apprend les bases. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. On leur apprend les bases et parfois même on râle quand il n'y a pas un merci, quand il n'y a pas un s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, en détente, on n'est parfois pas capable de respecter ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on a appris à nos gosses. Pareil, on est dans une idée de non-sens que je ne saisis pas. Ah, je suis un boulet là-dessus. Hein. Je rentre dans un commerce. Je pense que d'ailleurs les commerces avoisinants maintenant ont compris. Je rentre dans un commerce, tant que j'ai pas eu la réponse à mon bonjour, je le répète. Bonjour. En plus, moi, je le fais toujours. Tu sais, il y a changement de voix au bonjour. Il y a vocalement une chose qui se passe. Je rentre pas bonjour. Je rentre bonjour. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça te le fait aussi, cette espèce de mutation vocale au bonjour? Quand j'ai pas d'écho, bonjour. Et puis plus ça va, plus tu sens que mon bonjour vocalement, il est agacé. Bonjour. Bonjour. Tu sens... Tu sens l'agacement qui lui aussi vient muter ta voix. Je sais plus c'est dans quel film, si c'est dans La Crise, où tu vois, ouais il me semble que c'est La Crise, parce que Vincent Lindon, ça me parle, je sais plus, hein, je suis pas sûre de mes sources, mais tous les matins, en fait, il croise son voisin, il lui dit bonjour, et le voisin répond pas. Et un matin, il décide de lui dire bonjour connard, et là le voisin répond. Bah tu vois, c'est typiquement ça. C'est que les gens vont réagir quand ils se sentent attaqués. Tous les matins, le mec il passe bonjour, bonjour, bonjour. Walou, nada, que chi, niet, pas de réponse. Et un matin, il se décide de lui lancer un bon vieux bonjour connard. Et là, révélation. Et c'est là on va rebondir sur la franchise, ma petite dame. Parce que si tu es 100% franc, quand tu entres dans une boulangerie, n'importe quoi, le primeur, et que bonjour de toute ta jovialité vêtue, et que t'as rien, qu'est-ce que t'as envie de dire plutôt que de répéter 4 fois ton bonjour? Excuse-moi, si je te fais chier, tu peux le dire aussi. Mais tu le dis pas, parce qu'il y a une autre valeur qui fait que la bienséance fait qu'on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Tu peux le faire, hein, éventuellement, après ça te regarde. Mais combien de fois ma bouche n'a pas fait ce que mon cerveau lui disait de faire? Parce que le manque de respect, ça me flingue, moi. Je serais aussi, alors très à cheval, le terme est peut-être un petit peu large, mais très, très à même de titiller sur tout ce qui est ouverture d'esprit. Je pense que plus on est ouvert d'esprit et plus on peut s'enrichir. Et c'est important de s'enrichir autant d'un point de vue personnel que psychologique. Et je trouve que parfois aussi on manque d'ouverture d'esprit et qu'on a tendance à se cantonner dans son petit machin qui fait qu'on finalement on devient très très... je pense que quand on manque d'ouverture d'esprit, on devient très étriqué, très dans son petit machin, et puis il y a que ça de vrai, et puis il y a que ça. Non, c'est bien de s'ouvrir aussi. C'est bien parce que ça permet vraiment de s'enrichir. C'est ça. J'ai pas d'autres termes à te mettre en avant. Ensuite, las bananas. On commence à me perdre là. On est oh là là, on a dépassé l'heure, donc bon courage hein, d'avance. Franche, simple, gentille et sûrement tu ne t'aimes pas assez, et drôle, bien évidemment. Je ne m'aime pas assez, c'est un fait, mais je pense que ça rejoint tout le reste, c'est-à-dire le fait de douter beaucoup sur ce que je fais, ce que je suis, ce que je voudrais faire, ce que j'aimerais être, ce que je ne suis pas, ce que je suis et que je n'étais pas. Il y a tout un boulot, c'est complexe, et il y a tout un boulot qui se fait. On travaille sur soi toute sa vie, je pense. Et je m'aime pas assez, mais ça va mieux.
je serais tentée de te dire que ça va de mieux en mieux parce que j'arrive à mettre en application des choses qui ne me seraient pas du tout venues à l'esprit il y a encore des mois, comme dans cette perte de poids, puisqu'on est dedans, me dire on va se contenter de perdre, de se fixer un tout petit objectif de perdre 2 kilos au mois, ce qui me semble pas surréaliste si tu veux. Donc ça permet de me motiver, ça permet de me sentir bien et ça me permet de me dire on va y arriver, et donc de commencer à mettre des petits points pour s'apprécier un petit peu plus. Après, je suis pas non plus le narcissisme ne fera pas partie de moi parce que je pense que ça on l'est ou on l'est pas. Donc m'aimer au sens propre du terme, faut pas déconner, tu t'apprécies parce que t'es comme ça, t'apprécies ce côté-là de ta personne, t'apprécies ça parce que c'est bien d'être comme ça pour toi, ça te fait du bien, ça t'apporte de bonnes choses. Mais après, m'aimer à 100% au sens propre du terme, je ne crois pas que ce soit possible me concernant. Bien entendu, ce que je te dis n'est pas universel, hein. Je fais que répondre à tes suggestions me concernant, mais en tout cas, j'y travaille et je trouve vraiment, vraiment viscéralement que ça va mieux, ça va de mieux en mieux. On est sur la bonne route. Je pense que tu es franche, droite, sincère et une bonne personne qu'il ne faut pas faire chier comme moi. Alors, tout ça, j'ai déjà répondu. Droite, franche, sincère, oui, relativement, mais plus ou moins. On va dire que je suis à peu près dans les normes de ce qui se fait, de ce qui doit se faire en tout cas. Et pour le fait d'une personne qu'il ne faut pas faire chier, j'ai répondu tout à l'heure en expliquant un petit peu comment je procédais. Malgré tes sourires, j'ai parfois l'impression que tu es malheureuse. Gros bisous, ma Jenny. Pas du tout. Pas du tout. Quand je te fais un sourire, c'est un sourire franc. Je ne sais pas... j'ai essayé une fois. Pour tous les nouveaux qui sont arrivés dernièrement, ça vous ne l'avez peut-être jamais entendu, mais une fois j'ai essayé, il y a longtemps, hein, alors celles qui sont là depuis longtemps vont pouvoir confirmer ce propos-là, j'ai essayé une fois de tourner une vidéo, une journée où ça n'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout, et je me suis dit, je vais tourner parce que je dois tourner, je pense que j'avais un partenariat et que je devais le présenter, et je me suis forcée à tourner. Et ben je te jure que c'est la seule vidéo où tout le monde m'a demandé, il y a un truc qui va pas, tout le monde m'a dit, il y a un truc qui va pas, t'es malade, alors tout le monde y est allé de sa petite suggestion, mais ça s'est vu. Donc je ne sais pas faire semblant. Quand ça va pas, ça va pas, quand ça va, bah ça va. Maintenant, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'estime que j'ai des aléas du quotidien que tout le monde peut avoir. Je ne suis pas malheureuse, je ne suis pas malheureuse de ma solitude, je ne suis pas malheureuse de mon surpoids, je vis avec, ça me rend pas heureuse, mais j'en suis pas malheureuse. Je ne suis pas malheureuse de ma situation parce que quand tu relativises et que tu t'auto-coup-de-piérises le cul, tu te dis il y a pire que toi. Alors oui, il y en a qui vont me dire ouais, mais si on part toujours du principe que tout est pire qu'il y a pire que soi, ben on n'avance pas. Si, justement, parce que c'est une façon aussi de voir différemment les choses. Je suis souvent pas contente de me démener à chercher du boulot et pas en trouver, mais pour autant ça ne me rend pas malheureuse. Le malheur, j'ai été malheureuse, ça va aussi. Il y a plein, ce qui est intéressant dans ce tag, c'est qu'il y a plein de choses qui vont rejoindre d'autres choses. J'ai été malheureuse et le malheur, c'est quand tu te sens sur le fil. J'ai été malheureuse pendant 1 an de mon existence, le vrai malheur où tu as comme seule possibilité de pleurer les larmes de ton corps et de t'apitoyer et de être vraiment dans le bad. J'ai été malheureuse pendant 1 an quand j'ai perdu mon papa. Là oui, le malheur pour moi c'est ça, c'est de pas réussir à relever, à te dire je vais pas réussir, je suis pas bien, je suis malheureuse, je vis tellement mal la chose que ça m'en décortique l'estomac, que ça me bouffe les viscères. C'est ça être malheureux. Je suis pas malheureuse. Là, non. Il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, mais comme tout le monde. Mais après, être malheureuse, pour moi, j'ai vécu le malheur quand j'ai perdu mon papa. Ça, c'est du malheur, c'est du vrai malheur. J'ai vécu le malheur quand j'ai vécu la maladie de mon père. J'ai été longtemps malheureuse. La maladie de mon père, elle m'a rendue malheureuse. Le décès de mon père, c'est même au-delà du malheur. On a, je pense, été dans une espèce de dépression. Ça, oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que y a des jours où je suis contente, même très contente d'être en vie. Je suis contente de quand j'arrive à dépasser un peu mes limites. Un peu. Alors apparemment, j'ai déjà eu un message de cette personne. Un peu d'humour cette fois.
Pourquoi tout rouge et noir? Parce que pas tout blanc et bleu. Tu t'en bats la rate au courbouillon. Au courbouillon de savoir si les gens t'aiment ou pas. Oh là là, détrompe-toi. Détrompe-toi. On va pas se mentir, ça fait plaisir quand des gens te disent qu'ils t'apprécient pour la personne que tu sembles être dans le monde virtuel, pour les valeurs que tu défends virtuellement aussi, qui sont aussi les mêmes dans mon quotidien, hein, je te le cache pas, pour ton travail, parce que même si je ne prends pas YouTube pour un travail, ça demande quand même des heures pour faire les choses, qui te disent aimer ce que tu dégages. Ça fait toujours très plaisir de savoir que ce que tu fais, ce que tu es, est apprécié. On va pas se mentir, on peut pas s'empêter la moulichetta à même le tabouret, c'est pas possible. Identiquement pour les personnes qui ne m'aiment pas. Ils m'aiment pas. Après, la seule chose, on ne peut pas aimer tout le monde. Et je fais partie aussi, je suis comme tout le monde, je suis un humain aussi. Il y a des personnes que j'aime beaucoup, puis il y a des personnes que j'aime pas du tout. Voilà. Parfois, il suffit juste d'un détail pour ne pas aimer quelqu'un. T'aimes pas la façon dont elle s'exprime, tu n'aimes pas ce qu'elle véhicule, tu n'aimes pas ce qu'elle partage, tu n'aimes plus aussi. Tu peux aussi avoir apprécié quelqu'un, et pour des raisons qui te sont propres, parce qu'on est unique, on n'apprécie plus. On peut changer, évoluer, changer, avoir des idées différentes, ça existe. Donc je suis pas à même de dire pourquoi tu m'apprécies plus. Si tu m'apprécies plus à ce moment-là, c'est que je ne véhicule plus un message, c'est que je ne partage plus des choses qui te conviennent. S'en battre la rate au courbouillon, c'est compliqué parce que tu es obligé de faire avec ça quand tu évolues sur la sphère virtuelle. Tu es obligé, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, c'est comme ça, et tu es obligé de faire avec tout en gardant ton intégrité, ton objectivité. Donc, tu es obligé de faire avec. Quelque part, c'est un non-choix. Donc, je m'en bats pas, je fais avec, je compose avec tout ça. Ensuite, ambigu, avec plein de points d'interrogation. Ambigu, sans aucune autre explication. Ambigu, qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis ambivalente, que je pourrais... que je peux potentiellement proposer plusieurs sens possibles à quelque chose? Bah écoute, j'espère. J'espère, parce que l'ambiguïté, parfois, elle se pose dans le fait que son avis évolue, son avis change. Donc, quand tu es depuis quelques années sur des réseaux, peu importe lesquels, il se peut aussi que quelquefois tu aies des avis contradictoires, des avis ambigus. C'est très compliqué de répondre à cette idée, cette suggestion. Je vais répéter beaucoup de fois le mot suggestion, mais c'est parce que je n'ai pas envie de dire préjugé. Mais c'est compliqué parce que là, j'en sais pas plus. Ambigu, point. Donc, ambigu dans le sens où il m'est arrivé de changer d'avis sur quelque chose que je te présentais, sûrement. Parce que les années passent, elles se ressemblent pas, et c'est sûr que si tu prends ma façon de faire, de consommer, de ce que j'étais il y a un peu plus de 4 ans quand j'ai commencé ma chaîne, et maintenant, on est dans 2 salles, 2 ambiances, les gars. Il y avait la techno à l'époque, maintenant on est dans la salle, la Java de Broadway. Une femme entière, droite, cash, et je pense d'ailleurs que c'est pour cela que ta communauté t'aime. On rejoint ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que je pense que plus tu es fidèle à ce que tu es dans ton quotidien, plus en fait, plus tu es humain normal, et plus les gens vont s'identifier, puisque les gens restent quand même des humains normaux. C'est vrai que dernièrement, parfois je suis un petit peu comme tout le monde, je me perds un petit peu dans la youtubosphère, et je n'attaque personne et je ne tape sur quoi que ce soit, parce que comme vous, je suis aussi abonnée, et parfois je me dis... c'est beaucoup trop lisse pour que ce soit normal. Voilà. Donc, je peux comprendre que vous vous posiez aussi parfois certaines questions et que vous ayez aussi certaines recherches de personnes qui sont un peu plus terre-à-terre, qui sont un peu plus dans une normalité d'humain. Et c'est vrai que moi aussi, en tant qu'abonné, je vais aussi vers ce style de personnes qui
qui vont pas m'apporter quelque chose qui n'existe pas. Oh, c'est compliqué à expliquer. Une nana complètement délurée, je crois que j'avais raison, et très franche aussi. Alors, c'est tellement paradoxal ce que je viens de lire, parce que ça veut dire que c'est ce que je dégage virtuellement. Et pourtant, si tu savais à quel point le mot déluré ne me correspond pas. Je suis tellement, on va dire, pudique, que ce soit dans ma vie. Enfin, je trouve, j'ai des sujets, même sur YouTube, que j'ai du mal. Là, tout à l'heure, je t'ai parlé de la séparation, de tout ça. Et c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai du mal à débattre ici. Voilà. Déluré, je sais pas. Oui, parce que parfois, j'ai un petit peu, c'est mon histoire de vélo qui tourne pas dans le bon sens dans la tête, si c'est de sens. Oui, mais c'est foutu, on me refera pas. Et franche aussi. Pareil, la franchise, on en a débattu tout au long de cette vidéo. Tu aimes vraiment beaucoup quand il y a de la neige, gros bisous à toi. Ah bah oui, bah oui, parce que le problème, c'est qu'ici, il y en a tellement peu que quand il y en a, bah oui, quand il y en a, on est content. Ça, il n'y a pas photo. Franche, sincère, mais adorable. La franchise, la sincérité, pareil. On va pas revenir là-dessus parce que sinon, déjà, cette vidéo va durer un temps interminable. Mais adorable, oh, ça dépend des jours. Hein. Quand j'ai décidé d'être dans mon mode concon, crois-moi qu'on a du 10 sur 10. Hein. Tu es une femme extraordinaire. Je te dirais que je fais de mon mieux, mais pour certains miracles, il faudra attendre quand même un délai. Franche, honnête, simple, rigolote. Donc franchise, honnêteté, simplicité. On en a débattu aussi. Rigolote, je fais aussi ce que je peux. Sensible, on en a aussi parlé. Bah là, de ce fait, on va rebondir sur beaucoup de choses qui ont déjà été mises en avant. J'ai toujours pensé que tu ne croyais plus en l'amour pour toi. J'ai fait un long discours sur ce propos. Non, pour te répéter, c'est pas que je n'y crois plus, c'est que je pense que j'ai raté le train. La prochaine fois, je prendrai le bus. Je pense que tu es une femme au top. Désolée, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ben, il n'y a pas à être désolée. Hein. Je prends. Ça fait du bien là, donc je prends. Tu es aussi libre que possible. Oh, ben, j'aimerais l'être encore plus, hein, tout plaqué pour devenir une tongue sur une plage aux Seychelles. Hein. Oh. Tu veux une vérité qu'elle est très très vraie et qu'elle n'était pas aussi très française dans la façon de le formuler, c'est que si je n'avais pas d'attache ici familiale, que j'avais pas ma fille, que j'avais pas ma maman, bref, que je n'avais pas d'attache, je pense que ça ferait déjà quelque temps que je ne serais plus ici. Mais quand je te dis que je ne serais plus ici, que je ne serais plus en France, parce que j'ai le sentiment que je serais bien plus utile ailleurs qu'ici. On bouchonne. On tourne en rond ici et ce sentiment s'est ouvert quand je suis allée à l'île Maurice où je me suis dit « Misère pour misère, les gars !» Quitte à vivre dans la misère, hein, quitte à pas vivre non plus dans l'opulence et le... Est-ce qu'on serait pas bien mieux avec un paysage comme ça, avec des gens qui ont une mentalité autre ? Avec une façon de voir la vie autre. Quand je suis revenue, en fait, que je me suis pris la nostalgie du retour, la nostalgie voyageale, hein, j'appelle ça, je me suis dit, mais en fait, merde pour merde, parfois, on serait peut-être mieux d'être dans la merde ailleurs, hein, au moins avec un petit peu de soleil, hein, je sais pas. Mais c'est vrai que sur la petite phrase « tu es aussi libre que possible », oui, avec les limites... Ah, j'ai une crampe. Oui, avec les limites de mon pays, voilà. Mais je pense que je me sentirais encore plus libre dans ma tête si j'étais ailleurs. Plutôt bourrine, tête dure de pioche, tête brûlée, pas les bonbons, hein, pas facile à vivre. Alors, plutôt bourrine, oui, j'ai tendance à... Voilà, j'ai tendance à... Parfois, ce côté bourrin-là, parfois, avec le recul, tu te dis, putain, mais si j'avais su, j'aurais un petit peu réfléchi avant d'agir. Tête dure de pioche. Ah oui. Oui, parce que généralement, quand j'ai décrété, et parfois si c'est chiant, parce que j'aimerais mettre un petit peu de...
tu vois, laisser un peu plus glisser plutôt que dire c'est terminé, on en est là. Tête brûlée, je sais pas trop ce que ça veut dire. Alors j'ai vu en gros, c'est une personne qui prend des risques volontairement, voilà, qui regarde pas. Ah non, ah non, moi je suis une poêteuse, moi. Ah, je suis une poêteuse. Moi, la moindre suspicion de sadico dans le buissonneau à la sortie de sport, et je me chie dessus. Hein. Ah non, 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 moi je prends pas des risques, hein, je prends toujours la mesure. Attention, là il fait nuit, potentiel risque d'attaque sadicaire. Ah non, je suis pas une tête brûlée, moi. Oh là là, si je fais, c'est qu'avant j'ai calculé, j'ai fait des dessins au compas. Ah non, je suis pas une tête brûlée. Non, non, ça je peux te dire que non, je prends pas des risques inconsidérés. Je suis une poêteuse de base, je stresse pour tout, donc je ne saurais pas être une tête brûlée et pas facile à vivre. Bah écoute, je me fie une fois de plus à l'avis de ma mère quand on part en vacances. Elle pense tout le contraire. Elle dit que je suis assez avenante quand il y a des propositions de faire quelque chose ou quoi qu'est-ce. Je suis plutôt l'une des premières à y aller sans rechigner. Pas facile à vivre. Après, dans le plan plus personnel, si jamais j'avais quelqu'un dans ma vie, oui, lui, il serait... voilà, hein, il détalerait vite fait parce que pas facile à vivre forcément quand tu vis avec quelqu'un qui est insomniaque, ça doit être l'enfer. Le célibat de toutes ces années fait que je dois être infecte à vivre à deux, oui. Je me vends bien, hein, t'as vu? Coucou, ne serais-tu pas un peu trop à fleur de peau, trop sensible? Je te dirais, ça dépend des moments. Il y a des moments où, quand j'ai pas dormi, quand les nuits ont été compliquées de façon successive, je suis à fleur de peau, voire même je suis très tête de con. Et puis les nuits où j'ai bien dormi, je sais faire l'impasse sur certaines choses. Et c'est vrai que quand tu dors bien, quand tu as de bonnes nuits, tout ce qui est fleur de peau, sensibilité, tu le gères un peu mieux. Ce qui n'est pas forcément le cas quand ce sont des nuits totalement dégueulasses. Tu as forgé une carapace due à des expériences de vie douloureuses. Je t'adore. J'ai forgé des carapaces suite forcément à des claques que tu te prends dans la gueule tout au long de ta vie et peut-être parce que pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'était une façon de me reconstruire après avoir perdu mon papa. T'es franche mais râleuse. La franchise, ça, c'est dossier, il est fermé. Râleuse, comme je l'ai dit, ça fait partie de mon ADN. J'étais râleuse, je suis râleuse. Je serai râleuse et je pense que je mourrai râleuse. On fait avec ou pas. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Solitaire, oui, ça j'en ai déjà débattu. Trop exigeante envers toi-même, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Je pense, je te l'ai souvent dit, mais je pense que quand on est un petit peu exigeant, alors peut-être pas dans l'extrême comme je sais l'être envers moi-même, mais je pense que quand on dit des choses, on débat souvent de choses, et c'est vrai que j'aime bien débattre, j'aime bien parler, j'aime bien me poser des questions, j'aime bien pousser la réflexion, et je pense que ça peut être possible quand déjà on sait faire ce qu'on demande aux autres, quand on sait l'appliquer à soi-même. Est-ce que tu comprends? On ne peut pas être exigeant vis-à-vis de ce qu'on attend des autres, que ce soit ce qu'on attend physiquement ou ce qu'on attend dans la répartie, dans la réflexion, si on ne l'est pas avec soi-même. Trop peut-être, j'ai bien conscience que parfois j'en demande beaucoup, mais ça pareil, tu pourras constater que depuis quelque temps, je me soigne quelque peu. Donc là, j'ai un non, si tu veux pas, c'est non. Gueule beaucoup sur les gens quand quelque chose ne va pas. Magasin, coiffeur, YouTube. Magasin, je ne gueule jamais, comme je te l'ai dit. Je ne supporte pas de me taper une affiche ou que ce soit. Et je ne supporte pas les gens qui sont, tu sais, pour parler du début, de ces gens qui, quand ils parlent, ils regardent si les gens ne les regardent pas. Je ne supporte pas ça. Un peu de discrétion, ça fait pas de mal. Un peu de tenue, ça fait pas de mal. Et il y a des gens qui sont vraiment comme ça, qui s'énervent, qui ont besoin de se faire mousser. Je ne fais pas du tout partie de ces gens-là, j'ai même honte. Je suis gênée pour les personnes qui font ça, qui systématiquement viennent toujours se taper une affiche dans un magasin. Le coiffeur, jamais. Je me suis même vue repartir d'un salon de coiffure totalement raté, mais à l'abomination. Et que ce soit ma mère qui rentre, parce que bon, ma mère, elle se soigne aussi, hein, mais qu'il soit ma mère qui rentre et qui dise, écoutez, vous avez vu la gueule qu'elle a, là c'est pas possible, comment vous voulez... voilà. Mais non, je ne suis pas... Alors, je sais pas si c'est ce que je dégage, mais pas du tout. Je déteste vraiment me faire remarquer. Voilà, je déteste... Après, râler sur YouTube...
râler de choses qui m'énervent, râler de... On n'est que nous. Moi, au moment où je râle, si tu veux, je suis moi, ma caméra, et je me tape pas une affiche. Même si après, potentiellement, oui. Mais non, dans les magasins, je suis même discrète et je suis même vraiment, je te disais, le genre à repartir d'un coiffeur plutôt que de râler. Je préfère pleurer dans mon coin et attendre que ça repousse véritablement. Je dirais râleuse, mais bien souvent, c'est dans le bon sens, mettre le doigt où il y a un problème. C'est exactement ce que je disais. Généralement, il y a une réaction à une action de base. Et je trouve que malheureusement, on vit à une époque où il y a beaucoup de choses pas justes, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, qui sont dangereuses. Et oui, ce qui peut me mettre potentiellement en colère, c'est quand on met en danger les gens, notamment sur les réseaux, je te parle. Hein. J'ai une autre suggestion qui est yes, yes or no, yes, que des choses positives. En fait, quelqu'un de vrai... Merci, c'est difficile de débattre là-dessus parce que c'est pareil, là, on est dans des ressentis qui sont à vous. Et autant quand c'est un petit peu à l'inverse ou que je sens qu'effectivement... Mais oui, quelqu'un de vrai, je peux finalement débattre parce que j'essaie tout au moins de l'être au plus possible. Je te suis depuis peu, j'ai l'impression que tu as fait de grandes études, je te trouve très intelligente. Tout est relatif. Écoute, j'ai passé mon niveau bac donc par le biais d'un DAEU l'an dernier. Donc jusqu'à l'an dernier, j'avais un niveau première littéraire. Donc comme tu vois, bon, bah, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... Ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide beaucoup à essayer de choper une espèce de culture, c'est la lecture. La lecture, le fait de lire beaucoup, de m'intéresser à beaucoup de choses, fait que ça aide aussi. Alors, être très intelligente, ça je sais pas, parce qu'il y a des moments où je me sens plutôt très neuneux, mais la lecture aide beaucoup. Tu parles anglais comme une vache espagnole, comme on dit chez nous. Are you sure? Because I'm not sure. Hein? Tu n'acceptes pas d'avoir tort. Oh, bah si. Attends, que je réfléchisse un peu. Tu n'acceptes pas d'avoir tort. Sur quel point je peux ne pas accepter d'avoir tort, moi? Quand tout le monde me dit que je devrais peut-être accéder à une opération pour maigrir et que je m'évertue à dire je ne veux pas, j'ai peut-être tort, peut-être, mais je m'y résous pas. Quels sont les domaines où je n'accepte pas d'avoir tort? De ne pas, par rapport à mon poids, parce que c'est beaucoup le domaine qui fait controverse, de ne pas accepter d'abandonner, d'abdiquer, de me dire de toute façon ça changera pas, peut-être. J'essaie de trouver quelque chose que j'ai pu partager, parce que là vraiment il faudra que je réponde objectivement au truc, quelque chose que j'ai pu partager où j'avais tort, il y en a sûrement beaucoup, hein, mais que je n'ai pas accepté du tout d'avoir tort. C'était sur quoi? Oh merde! Écoute, là, de suite... Attends, je vais gratter un petit peu, je vais me refaire un café et je vais essayer de réfléchir au truc. Bon, me revoilà avec ma réflexion en mousse sur laquelle je n'ai toujours pas avancé. Je me disais, peut-être par le biais de conversations en privé. Peut-être qu'à certains moments, avec certaines, j'ai eu des échanges où j'avais peut-être potentiellement tort et que, têtu, je n'ai pas admis que j'avais tort, c'est possible, propre à l'humain en même temps, hein, que veux-tu que je te dise? Mais oui, forcément, si j'ai ce type de suggestion, c'est que ça a dû arriver. Mais je ne te cache pas que là, dans un premier temps, et même dans un second, vu que j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai pas d'exemple concret à te donner, là, comme ça, à brûle-pourpoint. Mais je te cache pas que si je dois garder ma lucidité, mon objectivité, oui, je suis aussi très adepte du oui mais, quand quelqu'un me dit quelque chose, oui mais et je te sors tout un argumentaire, oui mais non, parce que comme je lis beaucoup et que je m'informe beaucoup et que ça permet parfois dans les discussions de pouvoir argumenter un peu tes dires, et bah tu deviens adepte du oui mais, et ça peut être perçu aussi comme le fait de ne pas aimer avoir tort. Je sais pas, hein, j'essaie de mettre ça comme ça en vrac sur la table, mais c'est vrai que là, comme ça, je ne sais guère. Personne franche, rigolote, pipelette. Moi, je suis comme ça, donc forcément je kiffe. Pipelette, ah bah, je crois que la pipeletterie,
c'est propre aussi aux gens alors, où on est pipelette et on l'est tout le temps, mais je crois aussi que c'est propre aux gens qui sont beaucoup tout seuls. Parce que le fait est que quand tu vis, on va dire... oui, seul, il n'y a pas d'autre... On va dire quoi? On va rien dire du tout, parce que quand tu vis seul, et que donc tu te fais des monologues que dans ta tête, tu t'ouvres 1 milliard de réflexions en même temps. Et ça, et puis tu refais 14 mondes chaque jour. Et je crois que quand tu vis seul et que ces réflexions se passent dans ta tête, quand tu es comme moi et que tu évolues dans le virtuel, et ben ces réflexions-là, ping, pam, tu vas les poser aussi un peu de partout, qui fait que tu as beaucoup de choses à dire et parfois pour ne rien dire. Hein. Attention, je ne dis pas que... je me pose beaucoup de questions, je me fais beaucoup de réflexions sur la vie, sur le quotidien. Ça ne veut pas dire que toute réflexion est intéressante, mais j'aime bien le partager. Intéressant ou pas, après, chacun le prendra selon son propre intérêt, mais j'aime bien le partager. Donc le côté pipelette, c'est un petit peu, je crois, dû au fait que je vis seule, quoi. Tu es rigolote, une fois de plus, sans doute, peut-être, mais bien malgré moi. Tu as peu confiance en toi. Ah bah ça, ça revient à l'histoire des doutes que je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui, bah quand tu te remets beaucoup de choses en question et que tu es un peu un doute sur jambe, forcément la confiance en soi, ça se travaille. Je travaille tout ça, l'estime de soi, la confiance en soi, mais ça demande du temps. Hein, ça se fait pas comme ça. J'ai pas le sac de Mimimati pour m'aider à faire les choses. Tu as le cœur sur la main. Je fais peu par rapport à ce que mon cœur me dirait de faire. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, mais c'est pas toujours évident parce que à côté, c'est vrai que si j'aurais les moyens, j'ai envie de faire des choses, envie de participer à des choses que mes finances ne me permettent pas, hélas. Tu fais peu confiance aux autres. On en a parlé en début de cette vidéo. Je résumerai en te disant, si tu prends la vidéo en cours, que plus ça va, et effectivement, moins ça va de ce côté-là, même si j'essaie franchement de réguler ce truc-là. Tu es solitaire. Bon, bah là, je crois qu'on a, on a largement débattu du propos. Coucou, comment fais-tu pour avoir une telle force de caractère? Je la tire, force de caractère. Disons que le bon moral, le fait de ne pas lâcher, de s'accrocher à des choses que des gens auraient déjà abandonnées depuis longtemps parce que ça va. Disons que c'est vraiment cette histoire de... C'est con à dire, hein, parce que c'est répétitif, mais c'est cette histoire de auto-coup de pierrisation au cul. C'est que j'ai tellement été lamentable pour des raisons pourtant qui s'expliquent, hein, mais été lamentable pendant un an de mon existence, voire un peu plus si tu comptes la maladie, mais le deuil, il a été abominable. La première année, ça a été atroce, que j'essaie de ne plus jamais être comme ça, et je puise de ce que je sais, comment je suis quand je suis mal, pour aller bien au quotidien et pour me dire, allez, voilà. Résumé, c'est très résumé, mais c'est un peu comme ça, c'est un peu de la façon de laquelle je le vois. Une Tati Daniel, par excellence. N'oubliez pas Gargamel, les gars. Bah, par excellence, voilà, oui, parce qu'il faut toujours qu'on ait un petit coin Tati Daniel et Gargamel qui sommeillent en nous. Ça fait du bien. J'ai l'impression que tu as morflé du côté sentimental. Est-ce que je me trompe? J'ai déjà répondu à tout ça. Écorcher vive, ce n'est pas un préjugé. Écorcher vive. Tut. Numéro que vous avez demandé est en cours de réflexion. Merci de revenir dans 2 minutes. Oui, j'étais obligée de faire péter mon gros Robert. Se dit d'une personne d'une extrême sensibilité et vulnérabilité. Se dit d'une personne d'une extrême sensibilité. Je suis sensible, mais pas à l'extrême. Enfin, c'est pas comme ça que moi je le ressens pour moi. Et vulnérable. Vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Caractère, fragilité, précarité. Au niveau psychologique. J'ai pas l'impression de me voir comme ça, mais est-ce que... C'est ce que je me dis. C'est que si une personne m'a fait cette suggestion, c'est qu'elle me voit comme ça. Et donc, pourquoi? C'est ça le décortiquage de ce tag. Mais je ne sais pas comment m'exprimer sur la question parce que je me sens tellement à l'opposé de ça
que sensibilité, oui, mais comme un petit peu tout le monde dans son quotidien, pas à l'extrême, tu vois, c'est pas des choses poussées à l'extrême. Donc là, c'est compliqué pour moi d'y répondre. Aucun, je t'ai vu, je t'ai kiffé d'une force. Voilà, au moins ça c'est efficace. Tu as remis à brûle-pourpoint au goût du jour. Ah mais oui, mais les expressions à l'ancienne sont les meilleures, mesdames et mesdames. Ce sont les meilleures. Voilà. Moi, je lis un livre où il y a des expressions à l'ancienne, je suis dans mon kiff. Quand je t'écoute, quand je te lis, je pense que tu aurais pu écrire un best-seller. Alors ça, pardon mes merdes, mais c'est un des plus beaux compliments. C'est une des plus belles suggestions que j'ai pu recevoir, sans déconner. J'aurais adoré, et d'ailleurs, sache, pour ta petite gouverne, que j'ai écrit un livre quand j'avais 13 ans. Et que je pense que le monde de Narnia m'a spoilé, m'a plagié. Et je suis très en colère. Ce serait, je ne te cache pas, l'un de mes rêves d'écrire un livre. Et je le ferai avec cœur, parce que ce serait vraiment l'un de mes rêves. Mais, bon bah, écrire, c'est bien, hein, des idées, j'en regorge. Écrire, mais après, il faut se faire éditer, et patati et patata, et ça, c'est une autre sphère. J'en ai pas. Bon, moi c'est clair. Je me suis demandé si tu n'étais pas dépressive au début. Ah ouais, quand même. J'ai commencé, et bien peut-être qu'un petit peu finalement, parce que je crois que ma chaîne YouTube a vu ses débuts un peu plus d'un an après avoir perdu mon papa. Donc peut-être que je sortais un petit peu, je venais juste de sortir des méandres du deuil, le deuil en tant que tel immédiat. Donc peut-être, écoute, je sais pas. Mais oui, comme je le dis, je pense que quand j'ai perdu mon père la première année, même si j'ai jamais voulu admettre qu'on pouvait parler en termes de dépression, je pense que j'en étais véritablement pas loin, vraiment. Tu as peu de véritables amis. J'en ai qu'un, c'est Eddie. Et encore que c'est un peu compliqué parfois avec Eddie parce qu'il est très... comment je pourrais te dire ça, il est très parfois adolescent. Et c'est compliqué d'avoir le sentiment d'avoir un enfant ado en guise de pote. Parfois, c'est très compliqué, mais toujours est-il qu'Eddie, il a une chose pour lui, c'est que quoi qu'il se passe, tu peux être en galère ou quoi, c'est quelqu'un d'absolument serviable. Et c'est quelqu'un qui, quand il te dit « je serai là », si ça va pas à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, il tient sa promesse. Et ça, pour moi, c'est un véritable ami. Tu es hypersensible. Hyper non, sensible, oui. J'en ai déjà parlé. Battante intelligente, très intéressante dans tes propos. Artiste franche. Battante, sûrement. J'ai plein de combats qui ne mènent pas à grand chose, mais en tout cas j'ai le mérite de les mener. Intelligente, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Très intéressante dans tes propos, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai parfois des petites réflexions qui se font dans ma tête, je les partage et après prends qui veut et ne prends pas qui ne veut pas. Artiste, j'aime bien créer, maintenant artiste, mais en tout cas créative, ça c'est clair, j'aime beaucoup. Franche, je pense que tu as compris un peu le concept. Tu donnes l'impression de ne pas avoir confiance en toi. Quelquefois, PS, tu es génial. Ce n'est pas qu'une impression. Le jour où je serai en mesure de dire « j'ai confiance en moi », putain, je te le dis, on aura clairement avancé. Impression, préjugé, Jenny est une fille hypersensible, mais je pourrais en dire bien plus, mais alors je suppose limité dans la possibilité de répondre, c'est le côté chiant du petit écusson Instagram. Je le disais tout à l'heure, sensible, oui, hyper... Non, je crois pas. Je connais des personnes qui sont hypersensibles et l'hypersensibilité, elle se traduit parfois sur le fait que le moindre petit truc, et ça part dans des sphères, je suis sensible, je réagis, je suis réactive, mais l'hypersensibilité, c'est vraiment presque limite, je te dirais pas un handicap, mais parfois si, sur certaines étapes de la vie.
Je t'imagine très anxieuse, très stressée, oui. Le moindre déplacement, quand il y a l'itinéraire à faire, quand il y a le transport à gérer, je suis très très anxieuse. Oui, c'est vrai. Je suis très anxieuse et en plus j'ai cette faculté que toi tu ignores peut-être en me voyant comme ça dans les vidéos. J'ai cette faculté à réussir à transmettre mon stress, mon anxiété. Vraiment. Et ma fille me dit parfois, maman, arrête parce que t'arrives à m'angoisser, alors que ma fille de base, c'est pas vraiment une angoissée. Mais j'arrive à lui transmettre. Et ça, c'est un problème aussi, parce que j'arrive à être contagieuse à ce niveau-là. Mais oui, je suis d'un naturel très anxieux, très stressé, très angoissé. Et le moindre truc, et on revient sur l'histoire des doutes, le moindre truc parfois me semble insurmontable. Quand tu aimes, tu donnerais ta chemise. Avant, oui, plus maintenant. Maintenant, je vais me contenter de donner une chaussette. Mais non, oui, avant, quand j'aimais, j'étais capable de tout donner et puis je me suis rendu compte qu'on me chiait dessus et que à un moment, bah, c'est pareil, on est dans ces histoires de relations vaccination et que à force de, bah, tu fais plus. Tu as l'air assez solitaire. Pareil, on en a discuté. Oui, bah complètement. De toute façon, bon, je te disais, ce qui est devenu un mode de vie est de base un non-choix. Tu n'accordes pas ta confiance facilement. Ça, pareil, tout à l'heure, on en a débattu grandement. Donc, tu as déjà eu la réponse à ta petite pensée. Pourquoi es-tu si distante avec certaines personnes? C'est aussi quelque chose qui va être très compliqué à répondre parce que dans quelle mesure dans ma vie réelle, je ne pense pas, puisque là on est en termes de vie virtuelle. Dans ma vie virtuelle, ben, j'ai pas cette impression parce que s'il y a une distance qui se pose, ça veut dire que vous avez essayé de communiquer avec moi et que vous n'avez pas obtenu de réponse. Sauf que c'est dans la plupart des cas, c'est pas volontaire parce que c'est juste que j'ai pas vu. Et quand je vois pas, bah moi après je peux pas avoir cette sensation d'être distante avec qui que ce soit. Je perçois pas du tout les choses comme ça parce que pour moi mettre une distance avec des gens, c'est se sentir au-dessus d'eux, c'est se comporter de façon hautaine. Et je suis tellement, je crois aux antipodes de ça que je ne pense pas mettre de la distance tout à fait volontairement. Si ça m'arrive, c'est que je préfère ne pas répondre plutôt. Ça m'arrive, hein. Ça m'arrive, attention, hein. Je mets de la distance avec certaines personnes parce que c'est préférable, mais si la personne qui m'a suggéré ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réponse à une question ou à un échange ou à une sollicitation d'échange, c'est simplement parce que je ne l'ai pas vu. Très honnêtement, si je mets de la distance avec des personnes bien précises, c'est parce que c'est préférable. C'est parce que aussi, on va repartir sur cette histoire de réaction-action. C'est parce que de base, il y a eu une action qui ne m'a pas plu parce que je ne suis pas une girouette et je préfère mettre de la distance plutôt qu'être très désagréable. Et je sais aussi passer professionnel sur le côté désagréable quand je sens qu'on me prend pour un guignol. Mais sinon, la distance en tant que telle, avec quelconque sollicitation de qui que ce soit, si elle n'a pas lieu d'être une réaction, c'est parce que je n'ai pas vu tout simplement. Et ce qui explique aussi le fait que je me désinstagrammise parce que je n'arrive pas à gérer ce côté-là et j'ai peur que beaucoup prennent ce truc-là comme le fait de dire l'autre ne nous calcule pas. C'est pas du tout le cas, c'est juste que je suis complètement dépassée par les messages sur Instagram et la meilleure des façons, c'est de ralentir tout ça, de m'en aller peu à peu d'Instagram pour ne pas donner une image que je ne suis pas du tout. Et enfin, la dernière. Ah ouais, là va être longue la vidéo. Hein. Je pense que tu es quelqu'un de très rancunier. C'est long, mais une fois que c'est fait, c'est-à-dire que je suis une personne qui laisse beaucoup de chance. Mais une fois que la coupe est pleine et que j'ai dit stop, c'est stop et on ne revient plus sur la question. Non, parce que je vais être plus précise, c'est-à-dire que j'étais pas d'un naturel rancunier il y a quelques années, parce que justement, j'avais tendance à dire, allez, c'est pas grave, il le pensait pas, elle le pensait pas, elle a fait ça parce que si, il a fait ça parce que ça. Et au final, j'ai le sentiment vraiment que plus tu ouvres les portes, à ce que les gens normalement ne devraient pas faire quand ils se considèrent amis ou faisant partie de ta famille, plus tu ouvres les portes et plus à chaque fois le foutage de gueule est grand. C'est-à-dire que dès le début, ping, allez hop, c'est terminé, maintenant ça va, ça t'avais pas à le faire, tu n'as pas à le faire, t'as pas le droit de faire ça parce que ça m'a fait du mal, parce que t'as pas lieu de faire ça, ça ne se fait pas.
Voilà, les trucs sont posés, on s'emmerde plus avec ça, on balaye, c'est parti et c'est derrière et on n'en parle plus. Parce que les gens qui t'aiment, qui disent t'aimer, que toi tu aimes en retour, généralement c'est assez mutuel comme façon de voir les choses, comme ressenti. Normalement, ça peut arriver de blesser parce que inintentionnellement, voilà, tu as dit ou fait quelque chose qui peut blesser. Mais enfin, quand ça se répète, normalement, ça doit pas exister. Quand tu aimes une personne qui fait partie de ta vie, que ce soit de façon amicale ou familiale, tu dois quand même faire en sorte de ne pas faire du mal de façon répétée à la même personne. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et toi, en façon de te protéger, le meilleur des moyens que tu as trouvé, c'est de couper court à tout ça. Si bien qu'aujourd'hui, donc, je ne fais absolument pas de concessions en matière familiale, encore moins peut-être, si bien qu'aujourd'hui, je peux croiser peut-être quelqu'un de ma famille au quotidien, enfin dans ma vie, et je serais capable de l'appeler madame parce que je ne sais pas à quoi ressemble la plupart des personnes de ma famille. Voilà. Et pour tout te dire, je le vis très très bien. Tout autant, de toute façon, tu sais, c'est un prêté pour rendu, hein, que ce soit les amis ou la famille. À partir du moment qu'une relation se désagrège, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je pense que je le vis aussi bien que le vivent bien. Parce que s'il y a un des parties qui le vit mal, il y a forcément la partie qui le vit mal qui va essayer de raccrocher un peu les wagons. Eux ne le font pas, moi je le fais pas. Donc je pense que le temps faisant, on s'habitue et on s'habitue surtout à faire sans. Voilà. Et je pense que c'est pas plus mal parce que si on arrive à faire sans, c'est qu'il y avait quelque chose de base qui était toxique et qui ne méritait pas de continuer. Et encore que, si je puis me permettre d'ajouter un petit détail, je sais même pas si on peut parler en termes de rancune, parce que la rancune, c'est un petit peu, pour reprendre une expression de 1727, c'est un petit peu, je te garde un petit chien de ma chienne, tu vois ce que je veux dire. Moi, à partir du moment où j'ai coupé les ponts, il n'y a pas cette espèce de rancune qui m'assère en disant attends, je vais t'attendre au virage, pas du tout, c'est j'ai coupé les ponts, tu n'existes plus. À partir de là, ça peut paraître violent, mais tu sais, parfois c'est nécessaire quand tu es dans des relations dites toxiques qui t'amènent plus de mauvaises ondes, de mauvaises choses qui te font plus de mal que de bien. C'est parfois la seule solution, si violente puisse-t-elle paraître, de couper cash. Parce que on macère, et après, à force d'avoir trop macéré, on peut entrer dans une espèce de rancune comme ça, de « ouais, tu vas voir, quand je vais pouvoir t'avoir au virage, je vais t'en mettre une, tu vas rien comprendre ». Ça, je veux pas, parce que finalement, c'est encore plus toxique que de garder la relation. Macérer comme ça, alimenter un petit peu son... c'est pas mieux que de garder la relation. Donc c'est, on coupe, terminé, on passe à autre chose. Je n'existe plus pour toi, tu n'existes plus pour moi. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas tout ça. Mais en revanche, toute discussion, toute tentative de raccrochage de wagon est exclue. Voilà, au moins c'est aussi simple et c'est aussi une façon pour moi d'avoir trouvé une espèce de paix pour moi-même. Parce qu'après la paix, ceux que tu zappes, la paix, leur paix à eux, tu t'en fous, hein, c'est leur affaire avec eux-mêmes, ça ne te regarde plus. À partir de ce moment-là où tu as fait des choix comme ça ne te regarde plus. Ce que peuvent penser même les gens de toi, c'est pas ton problème, c'est le leur. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où que tu cogites comme ça, eh ben, tu trouves une certaine paix intérieure par rapport à tout ça et tout se passe bien. Donc c'est même pas que je suis quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un... je suis de nature à, quand c'est stop, mais c'est stop pour tout. On n'alimente pas une rancune, on n'alimente pas une espèce d'esprit de vengeance au prochain virage. Non, c'est stop. Bah voilà, écoute, hop, ce fut la dernière suggestion faite à mon propos pour cette farandole, cette vidéo qui va faire bien plus de 2 heures. Là, je crois qu'on a tout déboîté, mais non. Mais je trouvais ce tag tellement intéressant, si tu veux, que je trouvais qu'il valait la peine de s'épancher un peu, d'étayer, même pour moi, de me poser un peu les questions du pourquoi, du comment tu as pensé ça à ce moment-là. Est-ce que, oui, il peut y avoir des possibilités? Tu vois, c'était pas comme le prendre pour de la critique et me sentir un petit peu titillé de l'épaulette. Non, c'était vraiment essayer d'analyser le truc, savoir pourquoi, à ce moment-là, ces personnes ont pensé ça. Et c'est plus intéressant que de prendre la mouche et se dire non, je suis pas comme ça, non mais ça va pas, ah bon, bah pas du tout, machin. Non, je trouve que c'est bien d'en débattre parce que si t'as pensé ça à un moment, c'est que tu as ressenti ça et c'est important. Voilà, je trouve ce tag vraiment très très intéressant, très très enrichissant et ce qui a fait qu'on est parti sur plus de 2 heures de vidéo. Écoute, d'avance, bon courage, hein. Enfin, si t'es arrivé là, c'est que déjà t'as fait preuve d'une motivation certaine. Pour l'heure, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.